trains d'atterrissage étaient sortis, là, tu vois. Non, mais alors, un truc, mon niveau de toc, tu vois, c'est que là, je regarde mes lumières et je me dis, il y en a une qui est un tout petit peu tournée, comme ça. Ce qui ne change absolument rien, mais ça va me bouffer toute l'émission, tu vois. Ma vie est un cauchemar. Non, mais, de toute façon, on le sait, hein, ces dernières années, le spectre de l'autisme s'élargit au fur et à mesure. Et... Ah ouais, mais là, c'est plus un spectre, là, c'est toute une armée de fantômes que j'ai. C'est ça, c'est ça. Bienvenue autour du jeu, votre podcast d'actualité ludique et participative. C'est le 19e épisode déjà de ce qui est devenu avec le temps une belle aventure humaine. Et quand je parle d'aventure humaine, bien sûr, je veux parler de faire travailler des gens sans les payer. En l'occurrence, Kevin et Xavier, mes deux incroyables chroniqueurs de la chaîne du Ludovore. Salut à vous deux, comment ça va ? Salut, ça farte. Ça farte. Oh, c'est vieux ça déjà. Dit ça. Ah, c'est bien pour 50% du... Non, les hostilités sont lancées, quoi. Ça normalement, je t'ai fait perdre 50% de ton audience, là, déjà. C'est ça, ouais. Alors, toutes les rumeurs ont circulé sur Xavier. Est-il un amant ? Est-il parti aux Maldives ? Et non, il est revenu. Il est revenu juste, il n'avait pas le temps, en fait. Voilà. C'était, ce qui est une excuse tout à fait valable, bien sûr. Et ça commence toujours très fort. Ouais, je prends cher. Oui, non, c'est gentil. Attends, t'as pas vu la suite. Et donc, on va pas déroger à la règle, hein, surtout que Xavier est là et que souvent Xavier est en colère quand il est là. Ça va tailler sévère. On a quand même quelques sujets assez sensibles à évoquer. Sans plus attendre, d'ailleurs, je voudrais refaire une précision, revenir sur un sujet qu'on a abordé la dernière fois avec Kevin dans l'émission précédente, qui était le dépôt de bilan, souvenez-vous, de l'éditeur Final Frontier Games, qui laisse, en tout cas c'est ce qu'on avait dit, qui laissait pas mal de backers sur le carreau avec 3 projets qui seraient jamais livrés. Mais rapidement, certains d'entre vous, et d'ailleurs je vous remercie tous ceux qui à chaque fois prennent le temps de compléter les informations, de débattre avec nous en commentaire, certains d'entre vous donc nous ont dit attention, Nix, a priori l'AVF de l'extension de la BD Marchand, ça pourrait arriver. Et en l'occurrence, alors j'ai la preuve par l'image, j'ai reçu hier ce mail de Meeple Logistics qui me dit qu'en effet, Meeple Logistics entre guillemets en son nom propre, c'est un petit peu chercher une solution pour livrer des extensions de Merchant's Cove qui étaient visiblement donc déjà produites. Ça va demander, vous le voyez ici, de payer des frais supplémentaires, j'imagine pour l'acheminement, peut-être un peu régler les arriérés de production. Mais en tout cas, donc, et c'est pour ça que je tenais à rectifier ça, tout n'est pas perdu si vous avez backé le jeu en français. Je dis ça parce que je crois que c'est propre à l'édition française, puisque c'est Meeple Logistics qui a fait la démarche de lui-même un petit peu de faire ça. Et j'avais fait l'erreur, en fait, ça c'est assez bête, hein, j'avais fait l'erreur de backer l'extension en VF alors que j'ai le jeu en VO, j'avais trouvé ça stupide. Et finalement, c'est peut-être ce qui me sauve la mise là. Puisque j'ai pas d'infos sur ce que ça donne niveau VO, mais je suis pas certain que d'autres logisticiens, distributeurs se donnent autant de peine que c'est donné Meeple Logistics, qu'on peut d'ailleurs féliciter, et je suis même pas certain qu'il y ait assez de VO qui a été produit de toute façon pour satisfaire tout le monde. Voilà, c'était la petite rectification que je voulais faire tout de suite en début d'épisode. Xavier, alors, comment ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ? Parce que tu sais que les gens se languissent de savoir ce que tu fais. Oui, je sais. Mais j'aime me faire désirer de mon public. Et puis, en attendant, il y a quand même Kevin qui occupe le terrain d'une fort belle manière, donc je veux dire, voilà. C'est vrai. Ouais. Quand même. Donc, mais souvent, il a un niveau qui est trop élevé pour moi, tu vois, il a des mots longs et tout, et je suis... Oui. Faut dire 2 syllabes et demie, ça fait beaucoup au bout d'un moment, quand même. Ouais, pour moi, en tout cas, ouais. Je fais des demi-syllabes, moi. Ouais. Oui, c'est pour les suspense, tu sais. T'es un linguiste. C'est ça. Moi, je ne fais plus des injonctions. Ah! Oh! Allez! J'aime bien le principe de la demi-syllabe, ceci. Ça peut être assez ludique en cours de vidéo. C'est ça. Ce jeu est absolument formidable. Ça fait un peu il y a une époque, c'était un peu branché de casser les mots en deux comme ça, mais c'est une époque... C'est vrai. Bien lointaine. L'époque de Safart. C'est l'époque plus ou moins de Safart. C'est ça. Bon, à quoi ça joue, Xavier ? De quoi tu veux nous parler ? Là, récemment, en fait, grâce aux promotions en cascade d'un certain magasin dont on ne citera pas le nom, mais qui est très orange, et je ne savais pas d'ailleurs qu'on pouvait accumuler les bons de réduction, parce que j'avais accumulé les points, j'ai pu me payer Bone Wars, un des derniers,
pas le dernier, mais un des derniers jeux de chez Game Brewers, sur la lutte, je dirais, scientifique entre deux paléontologues sur les découvertes de dinosaures dans l'Amérique du Nord-Est au 19e siècle. Alors le thème est un peu dry, et puis je sais déjà que je vais prendre une volée de bois vert, puisqu'on parle encore de dinosaures. J'ai encore les douleurs qui me restent de quand j'ai parlé de Perseverance, voilà, le jeu de chez Mindclash avec des dinosaures. Donc, mais moi je persiste et je signe, les dinosaures c'est cool. Donc voilà, eh bien c'est un jeu de paléontologue. Là j'ai pu me permettre de me payer justement l'édition all-in ultime, avec dans la boîte directement les boîtes de rangement avec petits clapets magnétiques pour chaque personnage, les petits racks d'organisation qui sont sortables et qui peuvent être utilisés en jeu. C'est une édition très très propre, les jetons en acrylique, enfin bon, tout le tralala qui va super bien. Et j'avoue que, j'en ai fait une partie avec Kevin, et puis j'en ai fait 2 parties ou 3 parties en solo. Bon, c'est beaucoup plus, je dirais, expert que je ne l'aurais pensé au début, et notamment il y a un mécanisme que je ne maîtrise pas encore, mais qui visiblement est une des clés du succès dans ce jeu, c'est de savoir justement jouer sur les 2 tableaux, puisque on travaille pour un des 2 mentors, mais rien ne nous empêche de retourner notre veste de temps en temps pour essayer de maximiser les profits dans les 2 côtés. Donc il y a un petit côté un petit peu sale, puisqu'on peut, j'aime beaucoup ça par contre, on doit publier des traités scientifiques évidemment, mais on peut aussi débunker les traités scientifiques de l'adversaire, c'est-à-dire les piquer pour les ajouter à sa propre bibliothèque. Donc je trouve que la réalisation, Kevin, tu pourras, je dirais, confirmer ou affirmer, la réalisation technique, en tout cas matérielle, elle est absolument magnifique. Après le jeu, bon, les goûts, tout ça, on aime moins, tout ça machin. Mais moi je trouve que visuellement le jeu est assez beau, les icônes sont claires, c'est bon, ça se prend en main assez facile. J'irai pas jusqu'à dire facilement, mais plutôt bien. Et du coup, je suis très content de mon achat, et je vais continuer à essayer de l'explorer justement pour mieux maîtriser ce paramètre-là que j'ai pas encore très bien. Ok, mais la question se pose peut-être de façon peut-être un peu triviale, mais c'est le thème des dinosaures t'attirait particulièrement, ou c'est vraiment pas ça qui t'avait fait aller sur ce jeu-là? Alors en fait c'est pas le thème des dinosaures, mais c'est le thème des paléontologues. C'est plus le côté scientifique que le côté les animaux eux-mêmes, quoi, si tu veux. Ah, je vois. Ok. Donc là c'était sympa parce qu'il faut en fait dans la partie du jeu, tu vas te déplacer entre différents sites, tu vas fouiller, c'est-à-dire tu vas être, selon les actions que tu as sélectionnées, autorisé de fouiller plus ou moins profond, donc de récupérer telle ou telle pièce qui vont te permettre de remplir les conditions pour la découverte d'un dinosaure. Et quand tu découvres un dinosaure, tu publies un traité qui va te faire un scoring, et ainsi de suite, quoi. D'accord, ok. Très bien. Donc du coup maintenant du même éditeur, j'aimerais bien mettre la main sur la version, je dirais, augmentée de Stroganov, parce que j'ai entendu parler de celui-là. Il est moins jeune, je crois. Hein. Il est moins jeune, mais il a eu une réédition, et notamment avec une extension qui a été particulièrement bien accueillie par les joueurs apparemment. Donc je dirais, ma curiosité est encore plus poussée. Ok. Ouais, je serais curieux j'aime bien le thème. Enfin, là, ce que tu m'évoques, ça me donne envie d'essayer. Mm-hmm. Avoir comment s'adapter en mécanique, mais ce côté, le côté débunkage scientifique, je trouve ça vraiment vraiment rigolo, et je pense qu'en termes de stratégie, de mécanique, ça doit permettre de faire des trucs sympas. Je passe vite fait sur l'autre news que j'avais un petit peu retour là sur les émissions précédentes. On va reparler rapidement de l'éditeur Simone, qui continue à faire parler lui un petit peu moins, mais qui continue à faire parler de lui. Souvenez-vous, on avait longuement évoqué ces dernières semaines les difficultés financières du genre américain, qui avait même eu du mal à sortir son bilan suite à une affreuse panne de photocopieuse. Et récemment, on a appris via des publications comme Wargamer qu'ils ont finalement réussi à céder des licences, 5 licences en l'occurrence de son catalogue. Alors personne n'est surpris, on sait depuis l'année dernière au moins que Simone cherche à renflouer sa trésorerie, mais je pense aussi qu'ils sont à un point, j'y réfléchis depuis qu'on en avait parlé Kevin, ils sont certainement aussi à un point où ils cherchent à dégraisser un peu la bête, à épurer leur catalogue, et peut-être aussi un petit peu à recentrer leur image. Tu nous disais Kevin qu'ils cherchaient à s'attaquer aux jeux boutiques. Et à mon avis, ils ont un portfolio qui est trop important, et peut-être ils ont l'impression d'être trop dilués. C'est comme ça que moi je le ressens en tout cas. Sont donc vendus. Alors bon, l'article est pas très long. Je vous invite à aller le lire si vous voulez voir les quelques détails qu'on peut avoir en plus. Sont donc vendus les droits de Starcadia Quest, Arcadia Quest, que je ne connais pas du tout, et de 3 jeux qui normalement devraient vous dire quelque chose, puisqu'ils ont participé à ancrer la popularité de Simone, c'est-à-dire Blood Rage, Rising Sun et Ankh.
qui est un jeu que je possède encore et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors pour moi, c'est une bonne idée. Vous pourrez me dire si vous voulez ce que vous en pensez aussi, mais je pense que bon, déjà l'éditeur va se faire des sous et il a besoin de renflouer sa trésorerie. Et de l'autre côté, les joueurs potentiellement sont gagnants aussi parce qu'on va avoir Tabletop Tycoon qui a racheté tout ça, a promis qu'il produirait des versions revues et corrigées. Il y aura donc des réassorts sur des jeux qui sont hyper durs à trouver comme Blood Rage ou Rising Sun. Rising Sun, je l'ai vu vendu à des prix astronomiques il y a quelques années. Il est très très recherché, malgré, si je ne dis pas de bêtises, le fait qu'il ne se joue qu'à 3+. Donc ça redynamise un petit peu des gammes qui sont parfois mortes ou simplement qui n'ont pas donné suite après la fin des financements participatifs. Et j'ai un exemple très très concret de ça, c'est Reichbusters par exemple, qui avait été racheté par Monolith. Ils ont refait une campagne assez discrète certes il y a quelques mois, à laquelle j'ai participé, et j'étais bien content. Je suis bien content de me dire que je vais recevoir une version un petit peu épurée des règles, parce que Mythic Games, avec tout le bien que j'en pensais, était pas le meilleur en termes d'épuration de règles, d'écriture de règles. Je trouvais que c'était parfois souvent un peu lourd. Donc là on aura la petite touch de Monolith, et en plus ça permet à ceux qui auraient loupé ce jeu-là de le redécouvrir. Donc on souhaite bien sûr à Simone, malgré tout ce qu'on a dit, un excellent rétablissement. Personne ici n'espère que Simone se casse la figure, même si on a été parfois un petit peu mordant. Et voilà, je sais pas si vous avez un petit mot à ajouter là-dessus. Il faut ajouter aussi qu'ils ont vendu Zombicide aussi dans la foulée. Oui, alors ça, l'info, je vais faire comme si je le savais, mais en fait je le savais pas. Ils ont vendu Zombicide. Ok. À qui? À Asmodée, non? À qui déjà? Asmodée, ouais. Ouais, et ça remonte à quand? C'est plus vieux que ça? Non, ça va faire 2 semaines, quelque chose comme ça. Ah, je vois l'article, pas il y a 2 plus. semaines. Pas plus, non, à mon avis, c'est la semaine dernière. Ouais, je passe à côté récent, de ça, en tout cas. Ok, d'accord. Ah oui, donc vraiment, les épures, c'est même pas qu'ils épurent, c'est qu'ils changent d'identité c'est une transition de genre à ce niveau-là, parce que finalement, non mais tu vois, si tu parles de Simone, zombicide, quoi. Donc bon, ça mettrait de l'eau au moulin de ton moulin, Kevin, qui était de dire, ils changent complètement, ils veulent partir sur la boutique avec des jeux très différents, quoi. Je pense qu'il y a certainement ça, il y a aussi l'aspect pécunier qui est pas pour rien dans la balance, clairement non plus, hein, mais on sait qu'il y avait quand même des difficultés, donc il fallait des entrées d'argent. Là, a priori, ils ont eu quand même des rentrées assez conséquentes, même si on peut aussi se dire que les rentrées en question, c'est les rentrées qu'ils auront plus par la suite, c'est des jeux qu'ils auraient pu republier par eux-mêmes, retravailler par eux-mêmes également, et c'est des licences solides, qui avaient des bonnes bases, avec une fanbase, comme on pourrait dire, assez solide, qui aurait certainement remis la main à la poche encore une fois. Donc ouais, je comprends la décision, et en même temps c'est quand même parmi certains de leurs jeux les plus populaires du catalogue, donc ouais, ça peut quand même sembler être un peu étrange au final, mais ouais, je comprends. Ouais, c'est finalement assez raccord avec le fait on voyait sur leur dernier résultat que leur vente en détail s'effondrait, donc peut-être que Zombicide n'est plus si porteur que ça à leurs yeux. Ça qu'après 92 épisodes, où d'un moment on peut-être un petit peu de lassitude. Ouais, on avait parlé du syndrome Martine à la plage et Martine au supermarché, et bon, on à voir ce qu'ils en feront. Moi, je pense que la vraie plus-value, c'est plutôt pour Hank, Blood Rage et Rising Sun qui vont retrouver un petit peu le feu des projecteurs, et je serais content, moi, d'acheter un Blood Rage et de pouvoir enfin l'essayer sans avoir à dépenser 500 balles, tu vois, sur une occasion que j'aurais même du mal à dénicher si je le voulais, quoi. Ce qui est marrant en plus, c'est que c'est la trilogie de Eric Lang qui est partie en un bloc, quoi. Ouais, mais je pense pas que ce soit une mauvaise acquisition, parce que c'est des jeux qui, on le voit au prix des ventes d'occasion, c'est des jeux, surtout les deux premiers, qui sont très qui ont reçu un accueil critique et populaire assez bon. Hank est plus partagé, moi je l'aime beaucoup, mais c'est moins le cas de tout le monde. En tout cas, oui, je pense qu'il y a, entre guillemets, de l'argent à se faire avec ça, et je pense que c'est bien qu'ils arrivent dans plus de foyers. Et puis je connais pas outre mesure Tabletop Tycoon, mais c'est quand même un éditeur de renom qui a Black Orchestra, qui a Everdell, qui a des trucs comme ça, donc c'est quand même solide aussi. Oui, normalement ils sauront quoi en faire, ouais, tout à fait, ouais. Ok, écoute, je te laisse la parole, Kevin. Quel est ton actu à toi là du moment? Alors on vient de tester, Xavier et moi-même, à deux, Jisogi, un petit projet que j'avais backé il y a de ça 1 an à peu près, qui arrivait très rapidement. Et dont on avait parlé d'ailleurs dans une émission. Ouais, c'est exact. L'émission qui récapitule un petit peu tous les bacs. Oui, c'était chez vous qu'on en avait parlé. Ouais, c'était chez nous. C'est ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser. L'émission n'est pas encore en ligne après tout ce temps. Un scandale. Ouais, parce qu'en fait, entre
le boulot, le petit, le deuxième boulot, etc. et l'émission le deuxième petit hebdomadaire. En fait, je trouve tellement peu de temps pour faire le montage de cette vidéo qui était particulièrement longue. J'en suis aux 3/4, donc j'ai presque fini quand même, mais il faudra encore un tout petit peu plus de temps, mais ça va venir bientôt. Quoi qu'il en soit, Jisogi, qui nous permet donc comment dirais-je, d'incarner, en fait, si on veut, des studios d'animation japonaise. En fait, le plus gros studio d'animation japonaise s'est cassé la gueule, banqueroute, avec des conditions de travail affreuses, etc. Et du coup, tout le staff se retrouve sans emploi et on décide de monter chacun des studios dans notre coin et on va développer nos studios, on va recruter du staff, on va monter des animés, on va les sortir pour les révéler au monde, etc. Et il y a la réputation. C'est un jeu de placement d'ouvriers, un petit peu de gestion de ressources, d'amélioration de ton studio, via notamment l'obtention de nouveaux membres de staff, etc. C'est un jeu avec des mécanismes assez simples, et donc j'en ai fait 2 solos, puis j'ai testé avec Xavier hier, avant-hier, hier, en duo, et ouais, c'est très sympa, je savais pas exactement à quoi m'attendre. En fait, je l'ai backé en grande partie parce que thématiquement et visuellement le jeu envoie du bois. Enfin, je trouve que si on apprécie un petit peu l'animation japonaise, la DA est quand même magnifique. Ils se sont octroyés les services de beaucoup d'illustrateurs qui bossent dans le milieu de l'animation japonaise eux-mêmes. Je crois que j'avais dit à l'époque d'ailleurs. Oui, pardon. Je crois que j'avais dit à l'époque, ça me faisait penser un petit peu à Scarface, mais en version comics, les cartes avec du gros texte comme ça. Ouais, j'ai retrouvé tu vois, la disposition de la Scarface avec des illustrations magnifiques. Et pourtant, je suis pas sensible au manga, mais et ce qui est amusant quand même, c'est de noter justement le virage complet de l'auteur, parce que c'est quand même l'auteur de Queen's New Capital qui s'était fait un peu ramasser par la patrouille sur l'utilisation intégrale de l'IA pour le design visuel, alors que là, il a mis un point d'honneur et il a communiqué dessus en masse à n'utiliser, à n'employer que des vrais artistes. Et j'avoue que moi, personnellement, visuellement, ouais, ça claque. Je suis ressorti du monde du manga et de l'animation japonaise depuis un bon bout de temps. Mais là, franchement, ouais, j'ai bien apprécié, visuellement. Avant de te relancer, Kevin, t'avais joué à Age of Comics ou pas? Non, j'avais eu envie de le backer, mais je suis, moins amène de backer un jeu sur les comics que je connais moins, un univers que je connais moins que celui des mangas et des animés, donc j'étais pas allé, mais ça qui me tentait bien, il avait une belle patte aussi graphique. Ok, donc tu pourras pas me dire si dans les mécaniques celui-là ressemble alors. Bon bref, je ne te couperai plus. Bah comme je dis, c'est un jeu de placement d'ouvriers fondamentalement, qui est relativement simple à prendre en main. Je dirais que c'est un jeu initié, mais c'est pas du tout un jeu expert. Et d'ailleurs, preuve en est, la durée de la partie à 2 avec Xavier, c'était sa première partie, et c'était également ma première partie à 2. Et on a fait une partie de 1h10, quelque chose comme ça, qui en fait aussi un jeu vraiment facile à sortir, en fait, facile à expliquer. Vraiment, les mécanismes sont pas compliqués du tout. Par contre, la gestion des ressources est assez ténue. Hein. T'as au début assez peu de ressources, c'est assez galère de sortir un animé, de faire de l'artwork assez sympa, mais tout s'imbrique assez bien. Les membres de staff que tu vas pouvoir recruter vont parfois te donner des compétences intéressantes ou te donner des bonus à la sortie de tel ou tel genre d'animé, etc. Donc il est plutôt très très bien pensé, il est très efficace. C'est pas le jeu de l'année, mais c'est un jeu qui sortira assez facilement. Est-ce que alors thématiquement les dynamiques c'est quoi? Alors c'est que quand tu commences tu vas sortir des animés qui sont de mauvaise qualité, c'est comme ça que ça marche le truc? Ou c'est que t'en sors moins ou c'est que tu sors des pourris au début? En fait, tu vas sur les différents espaces que tu vois ici, bleu, rouge, vert, le bleu va te permettre d'aller choper des tuiles qui sont des tuiles de setting, plot, twist, donc le setting, dans quel univers va se dérouler ton animé. Ensuite, le plot, donc l'histoire de base, en gros. Et ensuite, le twist, donc le petit élément qui vient le différencier un petit peu des autres animés de ce genre-là. Et au-delà de ça, tu vas aussi utiliser les services d'illustrateurs pour avoir un artwork qui pète un petit peu. Et effectivement, au début, tu auras peu de staff, ils seront tous dead inside parce qu'ils avaient des conditions de travail très compliquées dans leur précédent studio, etc. Donc ils seront pas super efficaces. Donc oui, le premier, voire les 2 premiers
animés que tu vas sortir seront pas forcément top qualité, mais c'est là que tu vas commencer un petit peu à te faire un nom, quoi, progressivement. T'as aussi un système de trend avec 3 genres d'animés. C'est les grosses cartes que tu viens de mentionner juste avant, là, un peu plus haut. Ouais, ici, ouais. Les grosses cartes. Donc, une frise de 3 cartes de genres d'animés qui sont actuellement à la mode, qui vont vraiment arriver au pic ou qui vont disparaître de la mode bientôt. Et tu vas essayer de viser un petit peu des styles d'animés qui correspondent pour engranger encore plus de points. Ouais. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors oui, parce que je t'ai coupé au moment où tu parlais plutôt de la DA, mais encore une fois, moi je disais, au-delà de la un simplicité jeu très... apparente, est-ce que quand même il y a de quoi faire? Ouais. Ouais, enfin, encore une fois, c'est à explorer. Pour l'instant, on a fait qu'une partie à 2 et j'ai fait 2 solos. En plus, les solos sont des sortes de micro-scénarii avec des préconditions légèrement différentes les unes des autres. Ce qui est assez intéressant. Mais oui, c'est un jeu, encore une fois, très accessible, mais avec une gestion de ressources très ténue, ce qui en fait un jeu quand même avec une gestion du timing, des actions, d'optimisation assez poussée malgré tout, mais très facile à prendre en main, très efficace. Encore une fois, durée de partie à 2, 1h, 1h10 pour une première partie. Donc c'est un jeu qui devrait sortir assez facilement, assez souvent, je pense, chez nous. Donc ouais, bonne pioche de mon côté. Ok, vous avez envie d'y revenir. Vous avez envie d'y revenir en tout cas. Bah, moi, j'avoue que je suis sensible à un truc qui est totalement un détail, c'est que l'auteur du jeu a pensé à mettre plein de petites quotes, plein de petits textes d'ambiance un peu partout. Et moi, j'ai un vrai gros plaisir à les rechercher. Genre, par exemple, sur chaque animateur que tu peux recruter, il aura un style. Genre, par exemple, travaille mieux sous pression. Alors en fait, ça va se traduire dans le bonus parce que du coup, par exemple, il va te donner tel ou tel bonus, ou bien spécialiste de l'histoire, et du coup, tu vas avoir des bonus sur tel ou tel type de manga. Puis après, donc comme Kevin l'a mentionné, tu as donc plot, story et twist. Et setting et twist, pardon. Et du coup, tu ne fais pas toujours les mêmes, donc tu assembles 3 tuiles et ça donne souvent une histoire complètement incongrue. Et c'est assez marrant, j'avoue que c'était plutôt fendant. Moi, je me suis bien fendu. Par contre, ce qui m'a beaucoup frappé moi, c'est le fait que de base, on t'annonce que de toute façon, il y a un score plafond et qu'au-delà de ça, le score va se transformer en pièces. Et que c'est les pièces qui vont déterminer. Tu scores 29 maximum. Et je me suis dit au début, c'est ridicule. Et en fait, quand au tour 3, t'es toujours à 3 points de victoire, tu dis, ah ouais, non, finalement, c'est pas si... Non, voilà, non. Ouais. Mais là, tu fais un gros coup sur un gros animé le dernier, puis tu engranges tout de suite 8 points d'un coup. Et là, tu fais, ah ouais, ça... Et ça, de ce côté-là, c'est assez gratifiant, parce que quand tu commences à savoir jouer, tu sais enchaîner les trucs. Et du coup, ouais, il y a une petite profondeur de jeu qui est bien sympathique quand même, je trouve. Okay, ouais, comme les premiers animés sont assez médiocres, on va dire, tu vas pas engranger beaucoup de points, tu vas viser plutôt un gros animé, voire 2 gros animés sur la fin de partie qui vont rapporter beaucoup plus de points. Mais nous, par exemple, on a fait 19-12 si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Donc on est quand même assez loin du score maximal. En solo, j'ai fait 25, mais avec des prérequis qui faisaient que tu avais quand même un peu plus de facilité à choper des gros scores, et tu as moins d'adversité dans le sens où personne ne va te piquer les tuiles que tu cherches, donc c'est plus facile à obtenir des gros points. Mais ouais, non, effectivement, de prime abord, le fait d'avoir 29 points maximum, tu te dis c'est un petit peu dommage, mais bon, faut déjà les atteindre, les 29 points. Ok, oui, ça peut être trompeur, ouais. Mais alors, c'est pas complètement ridicule ce que tu dis, Xavier. Je suis assez sensible aussi à ces petites phrases, ces petits détails-là, et c'est assez rare. D'ailleurs, c'est pas le cas dans Age of Comics. C'est assez sympa quand en plus tu peux reconstituer l'histoire en disant tiens, ce comics il parle de ça, presque te faire un petit peu ton histoire dans l'histoire. Oui. Ce qui était le cas avec Canvas dans une moindre mesure, le jeu où tu t'assembles des œuvres d'art, des peintures. Et ouais, ça a un charme. Enfin voilà, j'y suis sensible aussi et ça participe au fait qu'un jeu ressorte ou ne ressorte pas, ou même attire un public moins habitué. Clairement, parce que là tu vas un peu te créer ton histoire en même temps que tu joues, et c'est assez fun parce que t'as des créations quand tu vas assembler tes trois pièces, donc de plot, de setting, de twist. Tu vas les regarder, tu fais ouais, j'ai fait Dragon Ball Z. c'est un peu ça. Ah, j'ai fait Evangelion, tu vois. Enfin, c'est assez fun, et des fois des trucs complètement perchés et improbables, mais qui restent assez marrants. Ouais. Ok. Et un dernier point peut-être, moi j'avoue que je suis beaucoup plus sensible que je ne pensais à la DA, parce que je trouve que tous les animateurs, tous les membres du studio, ils ont vraiment un style, ils sont campés d'une certaine manière, c'est quasiment du JoJo Bizarre Adventure, mais dans le sens positif, à savoir que t'as recruté quelqu'un. T'as pas seulement recruté une carte verte qui te permet d'accéder à des espaces verts un peu plus puissants. T'as recruté machin. Et ça, quelque part, moi, j'aime bien qu'il y ait une petite personnalisation de ce côté-là. Ouais, ça a l'air d'être une très très bonne pioche.
Et je vais vous parler, alors c'est dans un tout autre domaine, mais je vais vous parler aussi de mon activité du moment, puisque vous ne m'avez pas demandé. Et je vais revenir sur Lorcana. Alors Lorcana, la page charge, fantastique. J'en avais parlé un moment à la sortie, quand le jeu s'est lancé. J'ai pas continué à faire du contenu dessus parce que déjà je pense que les abonnés de la chaîne sont pas forcément trop friands ou l'étaient pas à l'époque de ce genre de jeu-là. Et puis surtout la scène c'est vraiment professionnalisé avec des gens qui vont te faire des killer decks et tout. Et moi j'avais pas le niveau. Donc je continue à y jouer très ponctuellement parce que ça reste accessible, ça reste très sympa et j'aime bien les vieux Disney. Et Ravensburger, c'est le tout petit moment pas sponsor mais un petit peu quand même de ce podcast. Ravensburger continue ponctuellement aussi à m'envoyer des paquets, des decks, des choses comme ça que je prends le temps d'explorer. Et donc récemment, ils m'ont gentiment envoyé le deuxième chapitre de leur série solo coopérative qui s'appelle Le Règne de Jafar, vous le voyez là. Mm-hmm. Et j'étais obligé de m'y remettre, déjà parce que Aladdin, c'est mon dessin animé préféré de Disney de Forever. Mm. On voit les hommes de goût. Et puis, je pourrais en faire un podcast entier, en fait, sans être spécialiste du cinéma ou quoi, mais je trouve que tout est parfait dans ce dessin animé-là en particulier. Et je voulais voir aussi, parce que je trouve que ce mode solo coop a vraiment sa place dans un univers Disney, dans l'univers de Lorcana, et que moi, quand Ursula est sortie, donc le premier chapitre du solo coop, j'avais dit il faut qu'il pousse par là, c'est imparfait, mais il faut pousser. Et donc, je voulais voir s'ils avaient corrigé ces erreurs un peu de la première boîte. Alors, la première bonne nouvelle, mais aussi c'était un petit peu un choc pour moi, c'était la gigantesque machine en arrière qui a été faite au niveau ligne éditoriale de Ravensburger, ou en tout cas de Lorcana. Je sais pas si c'est le cas en VO également, mais quand le jeu est sorti, il a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement, il a eu des problèmes un petit peu d'image aussi. C'était un jeu qui était dans l'air du temps, donc c'était il y a 2 ans, mais ça, évidemment ils ont travaillé dessus avant que ça sorte, donc il y a 4-5 ans. C'était un jeu qui était inclusif, qui était bio, qui était un peu toutes ces belles valeurs là, qui étaient un petit peu les problématiques politiques du moment en vogue à ce moment-là. Et c'est ça qui avait créé des problèmes en fait, c'est-à-dire qu'on avait des paquets qui étaient pas cellophanés, mais qui étaient avec des scotch bio en soja, mais du coup il y a des gens qui arrivaient à entrouvrir les paquets pour piquer des cartes ou piquer des decks, et donc ça faisait des mécontents. Bon, ça faisait partie, si vous voulez, de l'image de jeu aussi un petit peu cheap avec un plateau, entre guillemets, qui est en fait une feuille de papier pliée et des jetons qui étaient dignes du carton que vous avez sur des paquets de gâteaux, tu vois. Et donc tout ça, c'est terminé. Lorcana est revenu à la raison de manière assez radicale. Je suis tombé par terre. D'abord sur l'espèce d'inclusivité de façade qu'on trouvait et qui était particulièrement lourde en VF, c'est-à-dire que dans le livret de règles, dès qu'on parlait d'un participant, c'était la joueuse ou le joueur, l'illumineuse ou l'illumineur. Et vous vous doutez, dans un livret de règles, on mentionne beaucoup les joueurs, donc c'était en permanence ce genre. Et là, c'est terminé. Dès la première page, on te dit par convention, un participant, c'est un joueur. Point. Et je sais pas d'où ça sort, je suis pas sûr qu'il y ait eu un backlash énorme là-dessus, mais en tout cas, en termes d'accessibilité, de confort de lecture et de digestion de règles, pour moi, ça reste un bon point. Et d'autant qu'ils avaient du mal en plus à être constants sur ces espèces de cumul de féminin-masculin, et des fois ça y était, des fois ça y était pas. Et puis le jeu en lui-même, mes aïeux, est-ce que je peux vous le montrer là ou est-ce qu'il faut que je le sorte sur BGG? La boîte est magnifique. Alors l'insert, certes, il est en carton, mais chaque groupe de cartes à sa place. Il y a des petites boîtes dans l'insert illustrées dans lesquelles tu vas mettre le paquet en question. Les jetons, c'est des vrais jetons en carton dur que tu aurais dans à peu près n'importe quel autre jeu. Il y a un vrai plateau en dur aussi, un vrai plateau que tu déplies avec une belle illustration derrière en plus. Ils ont mis vraiment les petits plats dans les grands. Et tu sens en fait que, je sais pas si c'était le point de bascule, mais Ursula, donc le premier chapitre en solo coopératif, il coûtait 40 ou 50, je sais plus, 45 si je ne dis pas de bêtises. Et le matos c'était dégueulasse. Et il y a un moment, tu peux pas être bio, c'est bien, mais à la limite faut être bio comme Earthbound Rangers, tu vois. Faut être cher et beau. Si t'es bio et moche, les gens vont dire je paye 50 €, pourquoi? Et donc là, tu sens, on va pas parler de jeu premium, c'est pas de luxe, mais t'as l'impression d'avoir un vrai jeu et pas un truc, tu sais, monté un truc un peu amateur. Ils ont voulu retrouver leur lettre de noblesse et se mettre, j'ai envie de dire, un petit peu à hauteur aussi de la legacy, de l'héritage de Disney qu'ils essaient de porter avec cette boîte-là. J'irai pas beaucoup plus loin, je pourrais en parler longtemps, mais le plus important, c'était ça, c'était vraiment l'aspect, c'est un vrai jeu, c'est beau à sortir, quand tu le sors, les gens font waouh, ils font pas, c'est du papier, c'est ça mon plateau. Donc ça c'est vraiment cool. On le voit un petit peu en bas à droite là. Il y a des petits marqueurs en carton aussi, mais en vrai carton que tu vas faire défiler pour compter les scores et tout. Tout est inclus dedans. Il y a besoin de rien d'autre. Il y a pas besoin d'acheter autre chose. Les petites boîtes vont dans la grande boîte. C'est magnifique.
Sur le jeu en lui-même, on retrouve les pour et les contre, je dirais, d'Ursula, c'est-à-dire que vous allez avoir une IA, donc Jafar, qui est en mode un peu bulldozer, qui va monter en puissance à chaque tour, qui pourra poser de plus en plus de cartes jusqu'à devenir invincible. Donc il faut le prendre de vitesse d'une certaine manière, et ça va être soit en faisant la course au point et en marquant les points avant lui, soit en essayant de court-circuiter toutes les cartes qui va sortir. Ça c'est à vous de voir. Il est un petit peu plus thématique quand même. Il y a des lieux là, on voit en bas à droite. Désolé, c'est petit, j'aurais pu sortir autre chose. Il y a des lieux qui sont piégés en fait, et vous pouvez pas vraiment interagir avec le sceptre qu'on doit voler tant que vous n'avez pas détruit les lieux. Voilà, c'est un petit peu plus grand. Donc à ce côté, on a vraiment l'impression de courir dans un palais, de tomber sur des pièces, vous voyez, un petit peu roguelike presque, de tomber sur des trucs, c'est assez sympa. Et il y a ce sceptre donc là qui fera voler, qu'on peut vous reprendre, que Jafar peut vous reprendre si vous le volez trop tôt, ce qui est un objectif d'avoir des points et d'avoir le sceptre. Voilà, la contrepartie, c'est que comme Ursula, ça va sûrement paraître un peu raide au débutant, il y a quand même une vraie courbe de progression, puisque vraiment Jafar va dérouler assez vite en 4-5 tours. Si vous n'avez pas lancé une machine, une engine, vous êtes cuit. Donc il faut quand même connaître un minimum les decks qui sont fournis. Et puis, comme Ursula aussi, le jeu peut être complètement cassé si vous créez un deck dédié à affronter Jafar, hein, si vous avez les bonnes cartes et si vous faites un deck exprès. Mais d'après Ravensburger, c'est le but en fait, hein, d'inciter les gens à créer leur propre deck et d'aller éclater Jafar en difficulté maximale, ce qui va juste peut-être, à mon sens, nuire un petit peu à la rejouabilité, puisqu'une fois que vous avez le deck parfait et que ça fonctionne contre Jafar, vous n'allez pas forcément ressortir le truc, à moins de le jouer donc en casu. Il y a 2 decks inclus, vous pouvez le jouer en coopération avec des plus jeunes. Mais voilà, vraiment c'est un petit peu raide si vous n'avez aucun... Enfin voilà, pour un enfant de 8 ans, je pense qu'il va se faire vraiment plier, à moins que son papa l'assiste derrière et joue avec lui. Voilà, j'ai toujours un petit problème dans le fait qu'on n'a pas du tout les sensations du jeu en versus. C'est vraiment une autre mécanique qui est mise en place avec cette IA. Malgré tout pour moi va dans le bon sens. C'est un petit peu en retour en lune de miel pour moi avec leur crénage. J'ai eu envie de racheter des choses, de retester des choses, parce qu'ils font maintenant du très très beau matos, et je pense que ça va dans le bon sens. Ceci étant dit, on va reparler d'autre chose qui est très très beau. Je vois sur mon magique aussi. Là. Et qui est magique aussi. Et qu'est-ce que ça peut-il bien être? Un truc dont on a déjà parlé à de multiples reprises. À peu près 58 fois. À peu près 58 fois. Presque autant que Simone. Presque autant que Simone, mais pas autant. Un jeu qui avait un peu pris par surprise tout son monde quand il est arrivé sur Kickstarter avec un grand succès un peu inattendu, sans beaucoup de communication au préalable qui plus est. En plus, en se basant en grande partie sur sa mignonitude, on va dire. L'effet sonore magnifique. Fallait que j'essaie. C'est beau. Ah non, mais c'est beau. Je valide à 100%. Il s'agit de Apothecary. Wow! Que surprise! Un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Ça y est, il est arrivé. Le décalage horaire avec le Japon. 9500 backers à l'époque pour un primo-éditeur, sorti nulle part, sans grande communication préalable. C'était un énorme succès, comme je disais, notamment en partie grâce à sa mignonitude, en partie grâce à tous les petits gifs animés durant la campagne qui rendaient très très bien, faut être honnête. C'était un jeu, comme vous voyez, pour 1 à 4 joueurs, pour 60 minutes la partie, donc un jeu très accessible, assez facile à sortir là encore. Et on l'a eu l'occasion de le tester, Xavier et moi-même, pour une partie à 2 joueurs. On savait pas exactement à quoi s'attendre, parce qu'il s'agit d'un primo-éditeur, primo-auteur également, qui s'est beaucoup basé sur son caractère très mignon pour se vendre. Est-ce que il était bon finalement une fois sur la table? Je vais d'abord donner la parole à Xavier pour savoir ce que lui en a pensé, avant de rebondir un petit peu de mon côté. Moi, j'avais mes doutes pour redonner un petit peu les enjeux. Moi, je disais, est-ce que c'est pas... J'avais failli le baquer quand on avait parlé à l'époque, donc la vieille époque, hein. Et je me suis dit, j'ai peur que ce soit un Flamecraft, c'est-à-dire que ce soit que beau et pas ouf, parce que pour moi, Flamecraft est pas ouf, désolé Kevin. Donc voilà, moi qui n'y ai pas joué, mon a priori c'est ça, c'est qu'ils sont vendus sur la gueule, et j'attends donc de voir ce que vous en pensez. Je vais être honnête, c'est pas vraiment sur une seule partie que je peux baser un avis bien argumenté. Première chose, il confirme dans le domaine de la mignonitude, je trouve ça absolument charmant, tous les éléments du jeu sont très bien réalisés, c'est visuellement, après faut aimer le style évidemment, mais c'est visuellement très cohérent et très beau, moi j'aime beaucoup. Ma première et pour l'instant seule partie, je l'ai finie avec un vieux sentiment de tout ça pour ça. Parce que finalement, bien entendu, en première partie, on maîtrise pas du tout encore bien les règles, mais finalement, moi j'ai eu l'impression de pas faire grand-chose.
Donc ça m'a un peu gêné. C'est-à-dire que finalement j'avais très peu. Il y a très peu d'actions parce que par exemple tu commences par aller récolter des ingrédients dans la forêt. Mais le problème, c'est que tu récoltes un ingrédient. Si on s'est pas gouré dans les règles, en fait tu récoltes 1 voire 2 ingrédients. Le problème, c'est que du coup pour faire des potions, il va t'en falloir plusieurs. Mais Kevin, tu me corrigeras, mais je crois qu'il y a que 4 tours. Ouais. Hein, c'est ça. Donc c'est très serré. Et du coup, avec Kevin, on s'est dit, mais pourquoi on n'a pas un mécanisme qui nous permet de diviser nos forces et d'aller dans plusieurs endroits, si on a assez de points pour payer, dans plusieurs endroits de la forêt pour récupérer plusieurs ingrédients à la fois, quoi. Donc après, si on ne les soigne pas, les patients qui perdent leur dernier point de vie nous meurent et nous balancent une petite malédiction. C'était très mignon, mais ça nous a pas handicapé plus que ça, très honnêtement. C'était quand même assez anecdotique, les malédictions sur lesquelles on est tombé. J'ai par contre bien aimé tout ce qui est le fourneau avec les différents jetons de multiplication, de changement d'ingrédients, tout comme ça. Ça permet de faire une petite manipulation qui est pas mal. Il y a un petit côté Mistwind, on y reviendra tout à l'heure, hein. Voilà, mais pour moi, pour l'instant et sur une seule partie, Flamecraft est à des années-lumière meilleur que voilà, celui-là. D'accord. Parce que attention, chers auditeurs, ici, Nyx est en minorité absolue, Kevin et moi aimons Flamecraft. Et reconnaissons que c'est un bon jeu. T'as pas changé de camp, toi? Je croyais que t'étais... Ah non. Au point même que si Kevin un jour vend son Flamecraft, il est obligé de me le vendre à moi. Vous êtes fous. Vous n'avez aucun goût. Je sais pas ce que vous faites là. Je vous répudie, je vous renie. À tous nos petits kinks. Oui, pour rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit Xavier, parce que d'abord, t'as mentionné quelques termes sans forcément présenter le jeu en lui-même. On va incarner des apothicaires, du coup, on va faire des petits gâteaux pour venir en aide aux aventuriers qui reviennent de leurs aventures un petit peu mal en point. Et du coup, pour certains d'entre eux, ils vont passer de vie à trépas très rapidement si on s'occupe pas d'eux. Et du coup, on va, comme tu le vois sur la ligne de 5 personnages que tu vois, ils vont avoir des points de vie qui leur sont attribués, c'est l'état dans lequel ils sont lorsqu'ils arrivent vers nous. Tu vas avoir aussi une condition médicale qui va nécessiter une potion. Donc on va leur donner tel ou tel traitement pour qu'ils puissent éventuellement s'en sortir. Et donc oui, effectivement, on va partir en forêt, dans différentes régions du monde, choper des ingrédients pour faire des potions, pour concocter des potions qui sont aussi un petit peu basées sur un aspect de chance que tu vas les tirer dans des sacs. Et dans le sac, tu as majoritairement des potions qui sont des réussites, mais tu as aussi des semi-réussites qui peuvent avoir un petit impact légèrement négatif, même si la potion marche. Et tu en as des complètement ratés pour le coup, mais c'est assez rare. Et en fait, oui, le même constat que Xavier de mon côté, c'est que il y a de bonnes idées un peu partout, mais dans l'application, c'est pas que ça fait flop, mais c'est que tu en ressors, en tout cas pour ce qui est de notre première partie avec Xavier et moi-même, avec cette impression de se dire, ouais, on a quand même pas fait grand-chose, quoi. On a 4 tours et je crois que j'ai dû guérir 3 patients. Oui. Bon, tu feras pas médecine, quoi. Ok, il y a des bonnes idées, vraiment il y a des bonnes idées dedans, mais l'application est pas forcément extraordinaire et c'est dispensable, quoi. Alors c'est presque pire parce qu'il y a des jeux qui sont simples parce qu'ils sont prévus pour un public qui est moins habitué, mais j'ai toujours dit que pour moi simple voulait pas dire inintéressant ou stupide, mais là tu me dis pas que c'est un jeu qui est trop simple, tu me dis que c'est un jeu qui est un peu creux, c'est presque pire en fait. C'est ça? Je sais pas si je pourrais dire qu'il est creux, mais je dirais qu'il est mal optimisé, peut-être. Il aurait mérité peut-être un peu plus de travail, autre que sur l'aspect visuel et qualité du matos, qui est, elle, pour le coup, très, très au rendez-vous. Mais peut-être qu'il aurait fallu permettre aux gens d'avoir une impression d'avoir accompli quelque chose d'un peu plus prégnant que ce qui est le cas pour l'instant sur cette seule partie qu'on a pu faire. On a vraiment, à la fin de la partie, eu la même impression de se dire, bon, bah, on n'a quand même pas fait grand-chose. Il n'y a pas énormément de variétés d'actions disponibles non plus, mais ça encore, comme tu viens de le dire, c'est pas forcément un mal en soi. Mais ouais, ça manque un petit peu de peps, quoi. Ça a été un peu une accumulation de rinse et repeat, c'est-à-dire à chaque round tu vas faire un peu la même chose, parce que là c'est l'image que tu montres est parfaitement en accord avec ce que j'allais dire. Le fourneau d'alchimie, il est très sympa parce que justement tu as différents jetons
pour manipuler, mais tu vas te retrouver très souvent à utiliser de manière systématique le jeton de transmutation parce que t'as forcément jamais vraiment les ingrédients qu'il faut puisque les ingrédients tu vas les choper un peu au hasard dans la forêt. Donc ça c'est une utilisation quasiment obligatoire. De la même manière, le mana qui est nécessaire pour gérer justement le fourneau, dont tu as une quantité limitée, je crois que c'est 12, 12 moi, on n'a pas vraiment été gêné aux entournures. Et de toute façon, tu peux pas faire plus de 2 utilisations. Les souvenirs sont bons, c'est que tu peux utiliser un de tes jetons pour 1 mana, puis un deuxième si tu payes 2 de plus. Et donc ça va te faire 3 mana par tour, t'as 4 tours, donc ça fait 12. Donc voilà. Bon, du coup, oui, donc oui, c'est vrai. J'avais pas calculé, mais en fait, t'es jamais censé être à court de mana. Et t'as des potions ou des événements qui te redonnent du mana. Parce que c'est pas un jeu on sait jamais vraiment, hein, mais est-ce qu'il a peut-être pas été assez développé, assez testé et moi, je pense qu'il manque un peu d'optimisation, ouais. Ok. Ouais. Bon. J'aurais tendance à dire ça aussi, ouais. Bah, je suis pas surpris, mais en même temps, ouais. Je jugeais à la tête du client, c'était pas très intéressant, mais c'est vraiment la vibe que j'avais de, voilà, ce que vous dites, quoi, que c'est un jeu qui s'est vendu là-dessus. Alors ça s'en fait pas, j'ai l'impression que ça en fait pas un jeu désagréable, mais est-ce qu'il va vraiment sortir tant que ça? Et sur BGG, tu peux rechecker la note de complexité qu'il était censé avoir, je crois que c'était aux alentours de 3. Absolument, 2,5, 2,25. 2,25, ok. Parce que ça a dû diminuer un petit peu entre temps, parce qu'effectivement, à un moment, c'était aux alentours de 3, et en fait, non, c'est plutôt aux alentours de 2, voire 2.0, quoi. Ouais. C'est un jeu très très simple. Ok. Et on finit ce petit tour d'horizon qui, alors c'est marrant, on est sur un nouveau logiciel là d'enregistrement, et je vois pas de timer, donc je sais pas combien on en est, et peut-être 42 minutes. 42 minutes. Mais pourquoi il y a pas qui voit pas ça? C'est qui le patron là-dedans? Pour finir donc sur cette longue actualité du mois, on va passer à la catégorie mais j'avais rien demandé. J'ai reçu au courrier il y a quelques semaines, ces petites boîtes-là, en tout cas quelques-unes de ces boîtes qui s'appellent Star Wars Rivals. Alors je sais maintenant que ça vient de chez Lucky Duck, mais depuis que le management et la gestion des créateurs de contenu a changé chez Lucky Duck, j'ai plus trop de contact avec eux. Donc je reçois comme ça sans préavis des trucs, et ceux qui me connaissent un peu savent que je n'aime pas recevoir des jeux gratuitement, donc si je reçois un truc il faut que je travaille dessus, donc j'y ai joué, et finalement j'ai plutôt bien fait d'y jouer parce que c'est un chouette petit jeu, alors qu'à la base, je mets le disclaimer tout de suite, je suis pas du tout un fan de Star Wars, c'est même une indifférence un peu teinté de mépris. Ouais, non, peut-être pas à ce point-là, mais vraiment non, ça m'inspire rien, faut me payer pour que j'aille le voir au cinéma, quoi, c'est pas un truc qui m'attire du tout. Je respecte le truc, mais bon, pour moi, la legacy, la légende, elle est pas... Voilà, bref. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a aucune photo, c'est terrible. Qu'une photo de mise en situation. Je comptais sur BGG, et pour une fois, BGG me fait un petit peu défaut. En fait, c'est une espèce de jeu de contrôle de territoire. Vous avez comme ça des petits territoires, vous en avez 3 qui sont en ligne, et chacun va avoir 3 personnages. Avec chacun, on le voit en haut à droite ici, un nombre d'influences. Oui, un petit chibi évidemment. Alors c'est Funko qui fait ça. Hein. Funko, ceux qui font les fameux Funko Pop. Ouais, ils sont pas leurs jeux de société, à ma connaissance, sont pas extraordinaires jusque là. Celui-là, par contre, c'est plutôt une bonne pioche. Donc vous avez 3 personnages avec chacun une valeur d'influence, et puis chacun à son tour. Donc c'est du 1 contre 1. Vous allez placer un de vos personnages sur un des 3 lieux de la rivière devant vous, et puis celui qui aura le plus d'influence sur chaque lieu remportera le lieu. Chaque lieu vaut des points, donc quand il n'y a plus de lieu, on voit qu'il y a le plus de points. Il y a évidemment quelques petits twists là-dessus. Le premier, c'est qu'il y a des lieux qui ont des effets particuliers. Si vous venez là, vous pouvez pas faire ça. Si vous venez là, vous pouvez bouger là. Donc, allez chercher certains lieux qui valent moins de points. Pardon. Allez chercher certains lieux qui valent moins de points peut être intéressant. L'autre twist, le deuxième, c'est que tous les lieux, les 3 lieux de votre rivière ne sont pas forcément tous résolus pendant un tour. Ça se joue au hasard, donc parfois vous pouvez affecter 1, 2, voire tous vos personnages à des lieux qui ne seront pas résolus ce tour-ci, et dans ce cas-là, vous êtes un peu deg. Il y a aussi, chaque personnage a 3 cartes, donc vous avez un tout petit deck de 9 cartes, 3 personnages, et vous pourrez jouer une carte par tour. Ça peut vraiment être game breaker, mais pour moi, le truc le plus sympa là-dedans, qui fait que je trouve c'est un bon jeu pour le prix, et même un bon jeu tout court, c'est que, donc j'en ai pas d'exemple là, malheureusement, sur le peu de photos qu'il y a sur BGG, mais vous allez avoir pas mal de cartes dans les 2 camps, donc c'est la lumière contre le côté obscur, pas mal de cartes qui vont faire diminuer l'influence de l'adversaire. Donc ce Dark Vador là, au bout de 2-3 tours, puisqu'à la fin d'un tour, quand les lieux sont récupérés, on en met des nouveaux,
ce Dark Vador, on peut lui dire, tiens, je lui mets -4 en influence. Et à un moment, ça va être à vous de décider, et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, à quel moment Dark Vador, vous le mettez de côté pendant un tour pour qu'il se régénère, qu'il récupère toute son influence, sachant que donc que pendant un tour, vous n'aurez que 2 personnages pour gérer les 3 lieux et que vous serez en désavantage total, et jusqu'où vous le poussez en fait. S'il est à 3 sur 6, est-ce que je dis pas, allez, je l'utilise encore un tour parce que j'aimerais bien gratter ce lieu-là. Donc toute la mécanique se joue là-dessus en fait. On peut prendre des raclées pendant les premiers tours et pas récupérer beaucoup de lieux, mais charger, vous voyez, il y a les petits jetons -1 là, charger l'adversaire en -1 pour que ses personnages valent plus grand-chose, et à un moment il va être obligé d'en mettre 1, 2, idéalement 3 de côté, mais bon, c'est très... Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce trigger-là, de à quel moment mon perso est assez bas pour que je me dise je préfère le mettre de côté et le récupérer pour la suite, ou bien on est trop avancé dans la partie, il y a presque plus de lieux à prendre, donc il vaut plus que 2 d'influence, mais bah tant pis, je l'utiliserai comme je peux. Donc c'est une des grosses mécaniques, une des grosses stratégies de ce jeu, que je trouve sympa. Alors c'est du jeu hyper light, ça fait un petit peu penser à Best of Guerre finalement, dans ce côté 3 territoires à récupérer. Et le seul point, le vrai point négatif pour moi, c'est qu'ils ont fait ça à la manière d'un jeu de cartes à collectionner. C'est-à-dire qu'en fait, les boosters de personnages, ça c'est la boîte de base, et donc chaque booster vous apporte un personnage, mais c'est aléatoire. Donc bon, autant des cartes, je dis ça s'arrange plutôt bien. Autant acheter des figurines, les avoir en double, en triple, c'est pas foufou. C'est un petit peu dommage. D'autant que, donc moi, on m'avait envoyé la boîte de base, plus un personnage de chaque camp, pour varier un peu les possibilités. Et ils combattent pas tous très bien ensemble. Donc en plus, c'est pas fait bon pour être un jeu compétitif non plus, mais il y a un potentiel de frustration. J'aime pas ce principe d'acheter potentiellement pour rien et mettre à la poubelle si vous avez 5 fois la même chose. Voilà. Mais c'est vraiment une bonne pioche. Ça vaut 20 €, je crois. Vraiment, c'est super sympa, ça se sort super vite, et c'est vraiment marrant, et stratégiquement, il y a beaucoup de choses à faire. Et sur ce, alors de quoi il te reste 10 minutes. Ça va faire short. Ça va faire short. De quoi est-ce que tu voulais nous parler, Kevin? Je voulais parler un petit peu de marketing, parce que pour le coup, il n'y a pas masse d'actualité en ce moment, mais nous sommes des clients, voire même parfois des pigeons du financement participatif, Apothecary. Bon, j'irai pas jusqu'à dire ça, c'est un pigeon, mais quand même. Et du coup, comme je sais que j'allais parler aussi de Apothecary aujourd'hui, je me suis dit, tiens, ils ont quand même bien bossé leur marketing, mine de rien, même s'il n'y avait pas beaucoup de communication. Et je me suis dit, tiens, on va explorer un petit peu les différentes approches marketing qu'on peut connaître, et l'impact qu'elles peuvent avoir ou non sur chacun d'entre nous. Ça pourrait être marrant. Alors, je vais pas je vais pas donner les trucs les plus évidents, parce que de toute façon, les pubs sur Facebook et sur Twitter, ok, bon, ils le font tous plus ou moins, donc on s'en fout un petit peu. Je vais pas dire, créer du FOMO, bah ouais, c'est l'objectif, donc bon, en même temps, voilà. Mais je vais essayer de rentrer dans des trucs un peu plus spécifiques. C'est pas forcément exhaustif pour autant. Il y aura peut-être certains trucs qui vous sembleront être des doublons, mais j'aimerais avoir vos avis malgré tout. Donc voilà, on va en citer quelques-uns. Le premier, et fort heureusement, on le voit assez peu, donc c'est généralement pas trop impactant, j'imagine. L'exemple était celui de Bear Mountain Camping Adventures, que j'ai vendu justement assez récemment parce qu'on n'avait pas été du tout convaincu par le jeu, et qui pendant sa campagne avait eu cette approche assez particulière de créer un sentiment de rareté basé sur rien. Il y a 2-3 campagnes qui avaient fait ça plus ou moins à la même période, et j'ai l'impression que ça s'est tassé un petit peu par la suite, et c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardais les premiers jours de campagne, t'avais un niveau de pledge à genre $99 au lieu de 160 si tu prenais le all-in, un truc comme ça. Mais t'avais que 3500 pledges disponibles à ce prix-là, tu vois. C'était pas un peu la mode il y a quelques années? Il y avait quelques campagnes qui avaient fait ça, et ça s'était assez rapidement essoufflé, parce que je pense que c'était pas du tout apprécié par les backers. Parce qu'en fait, du coup, tu disais, il y a 3400 backers, faut que j'y aille maintenant, sinon ça va monter à 120 €, tu vois. Sauf que tu backais, le lendemain tu retournais, il y avait 3700 backers sur le pledge, sauf que maintenant la limite c'était 4250. Okay, donc là, vraiment approche mensongère, mais qui fait marcher le FOMO à fond, parce que du coup, tu te dis, si j'y vais pas maintenant, je vais payer $30, $20 de plus par la suite, quoi. Mais je pense à une époque avoir pu être sensible à ça, en me disant, bon bah vas-y, mets-le maintenant, quitte à l'annuler. Tu vois, parce que ça crée finalement, même si tu annules après ou que tu changes, ça crée en tout cas ce momentum dont les éditeurs ont besoin, ouais.
Clairement, c'est dans les 48 premières heures qu'on sait que les plus gros chiffres se font avec les 24 dernières heures également. Et du coup, c'est une stratégie qui peut avoir son intérêt du point de vue de l'éditeur, mais qui est quand même moralement un peu discutable. Un peu ça, c'est vrai. Et je me souviens que Bear Mountain, j'avais backé aussi en partie pour ça. Même si la thématique me parlait bien à l'époque, mais... La seule fois où j'ai été sensible à ce genre de marketing, c'était les premières fois où je m'étais aperçu de l'existence du Strategist Pledge de chez Chip Theory Games, où si t'arrivais dans les 4 premières secondes de la campagne et tu payais $650, et ben t'étais assuré de recevoir tous les jeux de base, sans les extensions donc, des prochaines campagnes qui feraient ad vitam aeternam. Donc tu payais 650 tout de suite et puis après t'avais tous les jeux de base. Mais évidemment, personne ne prend un jeu de base seulement chez Chip Theory Games. C'est pas fait pour, c'est pas fabriqué pour. Tu prends tout chez Theory. Ou alors tu prends rien, ce qui est peut-être la meilleure approche financièrement. Mais là, voilà. En fait, ça c'est déjà une autre approche marketing en réalité, parce qu'il n'y a pas de création de sentiment de rareté basé sur rien là. Du coup, il y a juste 5, parfois 10 pledges stratèges, mais ils te demandent pas sur la marchandise. Il y en a 10, il y en a 10, c'est tout. C'est vrai que c'est vrai. Mais en même temps, c'est un niveau de pledge de stratège qui est artificiel parce que il y a une fois où ils se sont ratés, au lieu de mettre 10, ils en ont mis 100, et puis ils ont dit, bon bah tant pis, on a fait une erreur et on les assume. Donc on les honorera. Mais en attendant, ils auront, au lieu de récupérer 10 fois $650, ils auraient récupéré 100 fois $650. Donc je pense pas ça leur ait coûté quoi que ce soit, très honnêtement. Mais au contraire, ce côté de rareté un peu, moi je pense que c'est un côté assumé de leur part et un peu pour créer de la hype, pour savoir. Oui, bien sûr. Qui est... Non, alors nous, dans notre fuseau horaire, on est mort parce que c'est jamais le début de la campagne. Ça fait du tracking sur la page, ça. Donc oui, bien sûr. Mais c'est pas exactement la même méthode de. C'est-à-dire qu'ils augmentent pas le nombre. De la limite d'entrée de jeu, quoi. Et la limite, elle bouge pas durant la campagne. Même quand ils sont foirés, la limite a pas bougé pour autant. Tout à fait. Mais oui, de toute façon, je l'ai dit en introduction, mais l'essentiel de ces approches-là de marketing, c'est toujours pour créer du FOMO quoi qu'il arrive, donc. En tout cas, ton numéro 1, tous victimes à différents degrés, tous les 3. A priori, ouais. En numéro 2, je vais mentionner un éditeur qui parlera à Nix en question marketing. Je pense que c'est un truc qui va te parler. Hein, bien sûr, il s'agit de Ivy Studio. Oh, mon premier amour. Et là, d'ailleurs, ils vont sortir un nouveau jeu la semaine prochaine sur Kickstarter, qui pour le coup a un univers, une DA qui me plaît pas du tout, et donc c'est tant mieux. Et du coup, l'approche marketing de Ivy Studio n'a pas de nom à proprement parler, mais on va appeler ça du matraquage, du matraquage communicationnel, quoi, on va dire. On va dire à l'américaine quelque part, peut-être. Oui. Je me souviens que toi et moi, Adrien, on avait pendant une émission il y a quelques temps, peut-être même un an, parlé de Apple du jeu de société, quoi, un peu en termes de communication. Quand on avait évoqué la Ivy fatigue justement. C'est ça, oui, je me souviens. Parce que effectivement, ils sont partout, ils vont avoir masse de contenu sur leur jeu, ils vont inviter des créateurs de contenu chez eux dans leur studio pour leur faire tester dans les meilleures conditions, etc., avec du beau décor, machin, etc. Ils ont aussi beaucoup de goodies en rapport avec certains de leurs jeux, pas tous, mais on se rappelle de Mythic Mischief avec les hoodies, des trucs comme ça. C'est plus que du goodies à ce niveau-là, il y avait une ligne de vêtements, Ouais, il y avait une ligne de vêtements, ouais. Parce qu'en plus, il y avait plusieurs factions dans l'univers de Mythic Mischief, donc ça s'y prêtait bien, j'imagine, mais donc le tapage sur les réseaux, les goodies, vraiment une communication, comment dirais-je, vraiment bien foutue, bien ficelée, mais un peu too much, quoi. Surtout à répétition, tu commences à voir les failles. Si c'est une fois ou deux, t'en prends plein les yeux. C'est vraiment, c'est un peu les bases de la séduction finalement. Hein. C'est que quand tu répètes la même technique encore et encore, on commence à voir clair dans ton jeu et c'est de plus en plus, je pense, avec la confiance et avec leur succès qui est en plus mérité, parce que leur jeu aurait peut-être limite pas besoin de tout ça pour la plupart. Ils ont pris, ils prennent trop de place. Je trouve qu'ils prennent trop de place. Et le nombre de mails que je reçois, de machin sur leur nouveau jeu, ça me dissuade presque en soi, tu vois. J'entends, ouais. Et je trouve qu'ils sont un petit peu à la création de jeux, ce que Rado peut être à la création de contenu, tu vois. Ils vont te présenter leur jeu avec beaucoup de superlatifs, très laudatifs, etc.
C'est toujours un petit peu risqué quand c'est ton propre jeu de dire ouais il est génial, il a un twist absolument formidable, vous avez jamais vu ça ailleurs. Bon ouais. Il y a ce côté-là aussi qui a fini par m'agacer, c'est le côté, tu sais, on dirait presque, il y a des scientifiques de la NASA qui sont sur le jeu actuellement, tu vois. C'est actuellement, vous n'êtes pas prêts, on est sur un truc de ouf. Et en fait, oui, c'est bien, mais en fait, déjà, il y a souvent des similitudes dans les mécaniques, et puis c'est pas... Voilà, ce côté teasing perpétuel, tu sais, qui, moi, me fatigue aussi un peu. Ouais, mais c'est peut-être un peu un truc culturel aussi. Je pense que si on était américain, on n'aurait pas la même réaction. Oui, je pense. Ce côté un peu but wait, there's more. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis ce côté, tu vois, je disais le communiqué de presse de Gearbox là pour l'annonce de Borderlands 4, donc le jeu vidéo par Borderlands 4. Et voilà, Pitchford, il dit c'est le Borderlands sur lequel j'étais le plus excité de travailler. Of course, en fait, comme le 3 l'était à l'époque du 3. Exactement. On peut vraiment faire le parallèle entre Ivy et le jeu vidéo. D'ailleurs, ils ne font pas que, on l'a déjà dit 500 fois, mais ils font pas que du jeu de plateau et ça se sent énormément. Donc, un peu victime, mais victime passée. Ouais, voilà. Je suis un ex d'Ivy, hein, donc j'ai été abusé comme tant de joueurs parmi nous. La troisième approche qui est pas tout à fait directement une approche marketing, mais qui en est une malgré tout, et qu'on a vu à de multiples reprises, on le reverra encore, et c'est toujours aussi frustrant quand on le voit, c'est les objectifs de financement mensongers. Classique. Et c'est doublement frustrant, enfin, il y en a plein en fait qui nous frustrent pas parce que c'est financé et ça va jusqu'au bout, même si l'objectif était mensonger, ce qui est le cas à 70% du temps de toute manière. Ce qui est plus frustrant, c'est quand ça finance et que c'est annulé quand même. Oui. Oh oui. Ça arrive quand même assez fréquemment. Oh oui. Je me souviens que c'était le cas pour Bloodstones. Je me souviens plus de l'éditeur. C'est Martin Wallace, ça? C'était son propre studio, Bloodstones? Non, c'est un autre jeu qui a un nom très similaire, effectivement. D'accord. Mais c'était un jeu du même. C'est pas Druid City Games, mais c'est Hudson, le mec qui est derrière. Donc c'est le même qui était derrière Tidal Blades, etc. Pas le créateur, mais l'éditeur. Et la campagne était financée avec le double de l'objectif de financement et il a annulé. Même la première campagne de Thunder Road Vendetta à l'époque, en moins de 24 heures, ils étaient à plus de 150 000 $. C'était certes que 50% du financement, mais on savait qu'il allait les atteindre. Mais ils ont annoncé l'annulation après 24 heures, par exemple, alors que c'était sur les bons rails, quoi. C'est juste qu'ils avaient pour le coup un objectif de financement réaliste, faisable, mais ça correspondait pas à leurs attentes. Du coup, voilà. C'était le cas de Kingdom Come Deliverance aussi, le jeu de société. Je me permets une micro-parenthèse, parce que comme je l'avais couvert, j'avais vu un peu les coulisses, et très vite, le community manager m'avait dit on rentre pas dans les frais, en fait, on s'attendait à ce que ça décolle après avoir passé ce palier du financement, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce que ça n'a pas été aussi le cas de la localisation? C'était quoi la localisation une des dernières de Lucky Duck, là? Ah oui. Ever, non, c'est pas Ever Truc, c'est un super jeu en plus. Cool. J'ai encore le proto, là. Bah, c'était pas Eldervale? Merci, Eldervale, c'est ça, exactement. Qu'avait financé, et en gros, le discours en interne, c'était avec ce nombre de boîtes-là, en fait, on perd de l'argent. Ah bah oui, donc clairement. on va couper court. Et alors, pour te lancer, je te pose la question. Frustrant, oui, parce qu'on est triste de pas voir son jeu, mais est-ce que c'est vraiment nuisible dans le sens où ton argent, tu le récupères, donc tu as juste perdu ton temps et ta hype, tu vois? Est-ce que c'est si grave que ça? Je me fais l'avocat du diable. Non, c'est pas grave, mais c'est jamais très agréable de te sentir un petit peu trompé dans l'approche, dans la communication de l'éditeur d'origine. Dès le jour 1, tu sais que bon, on te ment partiellement, c'est jamais très agréable, quoi. Et effectivement, certains te diront, je pense que Zane me l'a déjà dit quand on parlait en privé, pourquoi pas mettre juste l'argent dont vous avez besoin. Jour A, dites-nous, vous avez besoin de 500 000 $, mettez 500 000 $ et pas 50 000 pour espérer avoir votre financé 500% après 3 minutes de campagne. Mais en fait, le truc, c'est que ça marche comme ça. En fait, ça, maintenant, il fut un temps, je pense, il y a 6-7 ans, si tu affichais financé en 48 heures, c'était vendeur. Maintenant, si tu veux l'afficher sur ta page de campagne, faut que ce soit financé en 7 minutes. Sinon, c'est presque inquiétant, en fait. C'est ça. Et c'est en ça que c'est un aspect, une approche marketing qui est assez déplaisant, parce que c'est un peu la course à l'échalote où on va tous se mettre un objectif assez peu réaliste pour pouvoir dire, regardez, on a pété les scores, on est à 500% de financement, alors qu'en réalité, on manque un petit peu encore.
J'allais te demander, est-ce qu'on est la seule industrie, le jeu de société en financement participatif, la seule industrie qui fait pas confiance à ses backers et qui prend les gens pour des idiots, mais finalement, aujourd'hui, si OpenReam s'affiche un objectif à 1 million, j'ai n'importe quoi, je pense, ce serait marrant de faire l'expérience, mais je pense qu'ils financeraient pas. Donc, est-ce que, en fait, on n'est pas vraiment des idiots? Et qu'est-ce qui fait qu'on est dans une espèce de situation où c'est un serpent qui se mord la queue, tu vois? Ouais. C'est ça, c'est Ouroboros. Ils ont créé une situation qui fait que maintenant, on n'a pas confiance si on voit que le jeu est à 25% de financement après 3-4 jours. On dit ça va pas financer, j'y vais pas. Ouais. C'est fou. Donc oui, c'est crétin de notre part, mais c'est pas nous qui sommes à l'origine de ça. En fait. J'avoue que personnellement, je suis assez peu sensible à ce pourcentage de financement et j'aurais plutôt tendance à être énervé par le financer en 3 minutes. Parce que même si finalement ça s'est terminé heureusement, j'ai encore en mémoire la campagne de financement de l'extension de Hestia, où on pétait les scores et puis soudain, ils ont dit, DIE Games a dit, nous on met la clé sous la porte, hein, on est en faillite, on s'en va. Et alors ça ne tenait pas à la campagne elle-même, mais ça tenait à l'accumulation des choses sur la première campagne qui leur avait coûté beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils pensaient, avec les livraisons, tout ça. Mais du coup, t'es en pleine campagne, t'es en hype, tu te dis, ouais, ça finance bien, c'est cool, on y va. Et puis l'autre, il fait, nous, en fait, l'entreprise, elle ferme. Donc moi, du coup, par principe, maintenant, je regarde pas spécialement le taux de financement. Donc, mais c'est une approche, oui, je sais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Kevin, ça c'est clair. J'ai été brûlé une fois. Alors je sais pas si j'étais victime de ça. J'ai toujours été un backer, même quand j'avais pas de chaîne ni rien, hein, toujours un backer plutôt de dernière minute parce que j'aimais bien dérouler la liste des stretch goals. Mais à l'époque donc où j'étais beaucoup moins au courant de tout ça, je pense que du coup il y a encore beaucoup de gens qui aujourd'hui sont comme moi. Le pourcentage de financement pour moi ça représentait le sérieux du projet. Ce qui est complètement con, hein. Mais d'instinct je disais oula celui-là il est à 20%. S'il est à 20% et que j'ai déjà regardé hier il était à 18, c'est un scam ou c'est de la merde, tu vois. Donc c'est ancré dans c'est dans l'imaginaire commun finalement ce genre de conception là. Voilà, donc moi je pense que je suis victime de ça, mais dans le mauvais sens. En tout cas, je l'étais à l'époque où je m'intéressais moins. Mais je suis un peu comme toi. Je back souvent les 48 dernières heures aussi. Je le suis aussi comme ça, mais moi, tu vois, ce qui m'énerve, c'est par contre de voir sur une page affiché financé à 800%. Ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. On arrive dans des chiffres qui n'ont strictement rien dire, qui ne veulent rien dire. Donc, pour moi, ça manque de sérieux. En même temps, je suis d'accord avec toi, Kevin, c'est le jeu du crowdfunding pour les jeux de société actuellement. Et quand on fait du crowdfunding, on accepte de jouer avec les règles actuelles ou pas. Donc, c'est comme ça, et c'est pas nous qui le changerons. Mais sur le principe, je trouve ça en effet complètement ridicule. J'enchaîne avec une autre approche très commune également, qui se décline sous différentes formes, et en fait c'est le early bird, hein, tout bêtement. Le early bird qui va potentiellement vous permettre d'accéder à un prix un peu diminué, on va dire 5-10 euros de ristourne, on va dire, par exemple. Mais parfois ça peut être plus chiant, ça peut être pendant 48 heures du matos exclusif, par exemple. Et ça c'est beaucoup plus chiant déjà, je trouve. C'est une question d'appréciation personnelle, j'imagine, mais j'en ai parlé récemment avec Zay d'ailleurs, et moi je fais partie des gens qui apprécient pas les exclusivités KS, les exclusivités GameFern et compagnie, parce que je trouve ça un petit peu injuste de se dire que parce que t'as pas suivi la campagne, parce que t'es juste pas au courant que la campagne existait, tu pourras jamais mettre la main sur quelque chose, alors que tu découvres le jeu 2 ans plus tard et que tu l'adores. Mais non, pas de chance, t'étais pas là. Et alors si le truc est gratuit exclusivement durant la campagne, je trouve ça moins gênant, mais que tu ne puisses l'obtenir que à ce moment-là, ou alors en dépensant l'équivalent d'un rein vendu sur le marché noir pour pouvoir le choper sur le marché d'occasion, je trouve ça un petit peu désagréable aussi. Mais de manière générale, donc les early birds qui donnent un accès à des exclusivités, c'est encore une fois la machine à FOMO qui tourne à plein régime, et ouais, je suis moi personnellement pas très très fan de ça, donc ça m'éloigne pas forcément des projets pour autant. Si c'est un projet que j'attends avec beaucoup d'impatience, j'irai quand même, mais dans ma tête je me dirais encore. Et puis pour refaire un parallèle, excuse-moi, je te coupais peut-être Xavier, pour refaire un parallèle avec la séduction, j'en parlais tout à l'heure, c'est un petit peu aussi comme l'amour éternel, c'est-à-dire que c'est des promesses qui sont difficiles à tenir, et combien de fois on a vu les scandales de salon sur le KS qu'on retrouve en boutique, d'autant plus que maintenant les boutiques, on évoquait tout à l'heure Philibert sans le nommer, ou Esprit Jeu pour en citer un d'autre, vont de toute façon baquer aussi en masse
Donc voilà. Après, alors du coup, j'ai la parole, je la garde 2 secondes. Moi, j'étais longtemps et peut-être encore un peu sensible à ça. Surtout quand c'était alors la pièce en métal, please, merci. La réduction, je m'en fous un peu. Par contre, ouais, quand on dit tiens, t'as une extension, maintenant je sais elle sortira pas l'extension. Je sais que c'est stupide, donc je le fais moins. Mais pendant longtemps, c'était ce côté, voilà, si je prends un all-in et qu'il me manque ça, c'est con en fait. C'est plus un all-in. Et même si cette boîte-là, encore une fois, je l'ouvrirai jamais et je m'en servirai pas. Enfin, si je l'ouvrirai, mais je m'en servirai pas. Ça a marché longtemps et je pense que je pourrais encore craquer pour cette technique-là en particulier. Alors que moi, c'est exactement ce que je recherche dans un Kickstarter GameFound. Il me faut de l'exclusivité. S'il n'y a pas des trucs que les autres peuvent pas avoir, ça m'intéresse pas à la limite. Autant attendre un retail ou quelques temps plus tard, le trouver moins cher en boutique sur Philibert, comme je l'ai fait par exemple, avec Bone Wars, avec Age of... mince. Ah bah alors, ça c'est pas mal. Que tu as testé... toi-même, Adrien, avec les trucs en métal qui permettent de sortir les tuiles d'alchimie, machin. Ah bah alors. An Edge Contrive. An Edge Contrive, merci. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Donc il y a des bouts avant et après. Oui, c'est ça. Moi, c'est la seule justification du crowdfunding, c'est l'exclusivité. S'il n'y a pas d'exclusivité, c'est pas la peine. J'y vais pas. Alors, par contre, il y a exclusivité. Si l'exclusivité, c'est une pièce en métal pour faire premier joueur, j'en ai rien à foutre. Par contre, si l'exclusivité, c'est une extension, alors là, ouais, moi, je suis à fond dedans. Je suis d'autant plus à fond dedans que pendant la campagne, rien ne m'empêche, si finalement j'ai refroidi, d'annuler mon pledge avant la fin de la campagne. Bien sûr. Donc, pour moi, pendant la campagne, il n'y a aucun risque. Mais en faisant ça, j'ai sécurisé. Mais à ce compte-là, et quitte à être déçu parfois par des choses qui finissent quand même en boutique, je préfère, une fois n'est pas coutume, la façon de faire de GameFound, où souvent c'est juste le follow qui te donne quelque chose. Alors follow plus back derrière évidemment, mais voilà, il n'y a pas cet aspect un peu financier bizarre. C'est juste si tu suis le truc et que tu vas être notifié par email de temps en temps, tu auras un petit bonus. Et je trouve que voilà, c'est un peu plus sympa et puis ça permet de générer j'imagine aussi pas mal plus de trafic sur les pages. Ça tombe bien parce que c'était le prochain point que je voulais mentionner. Alors justement, juste avant ça, Kevin, justement, parce que je n'étais pas sûr si c'était un point séparé ou inclus. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est les campagnes de financement participatif qui, avant le début de la campagne, te proposent déjà de pledger $2 ou $5 pour un truc. Ouais. Là, c'est non, les mecs, vous commencez votre campagne ou pas. Si, ça par contre pour moi c'est un repoussoir absolu parce que faut savoir être cohérent, tu fais une campagne ou tu la fais pas, mais tu la fais pas en 3 étapes. C'est pas mon kiff. Surtout que cet argent-là sera pas remboursable si tu annules ton pledge. Excuse-moi. Oui, en plus oui, c'est vrai. Il y a ce côté-là, c'est de l'argent la 40 qui disparaît quoi. Ouais. Non, c'était pas ça que je mentionnais, mais effectivement, c'est aussi mais ça c'est très rare maintenant, mais ouais, on a vu quelques campagnes qu'il avait fait par le passé. Mais oui, du coup, le point suivant, c'était directement justement le follow newsletter qui te donne 3, 4, $5 ou je sais pas, une miniature, quelque chose comme ça. Bon, ça aussi pour le même principe, je suis pas fan parce qu'encore une fois, pourquoi priver d'autres personnes qui étaient juste pas au courant en fait. En fait, c'est ça en fait le truc que je trouve un petit peu injuste de priver des gens qui étaient juste pas au courant et qui pourraient potentiellement être fans du truc. Pourquoi les en priver quoi? Pourquoi pas juste le vendre plus tard sur ton site par exemple? Mais est-ce que vraiment ça arrive souvent en plus. Oui, et puis il y a des occasions. Mais après, tu vois, t'as un profil Xavier qui a un profil très all-in, très complétionniste dans son bac. Est-ce que tu crois vraiment que la majorité des gens, ce que j'ai dit pour moi, en tout cas, c'est des modules ou des extensions que j'utilise souvent pas parce que le core box me suffit. Enfin, moi, ça me dérange pas. Je comprends qu'on soit pas d'accord, hein, mais est-ce que tu crois vraiment que le nombre de gens que ça dérange est supérieur un peu au bénéfice que ça a pour la campagne Non, mais là, je réfléchis pas en termes de bénéfices, avantages, etc. Juste, moi, en tant que personne morale, je trouve ça un peu discutable. Voilà. Et puis je dirais. D'ailleurs, je trouve ça, Xavier qui est un homme de gauche avec la morale chevillée au corps, un peu bizarre de dire moi il faut de l'exclusivité ou rien du tout. Je trouve ça bizarre. Comme quoi, tu vois, on peut être mégenré politiquement. Hein. J'ai jamais eu de carte de quelque parti que ce soit à droite, à gauche ou dans les extrêmes. Donc non, on t'a vu dans les manifs. On t'a vu. Non. Avec mon petit gilet de couleur. C'est bon. Non, moi, libérer les poulpes. C'est ça. Non, le jeu de société, pour moi, actuellement, se double sans aucun doute d'un côté collection. D'un côté oui, bel bien objet. sûr. Bah oui. Et c'est ça. Oui, mais moi, dans un all-in, c'est ce que je faire cherche. Une collection et pas interdit les autres de collectionner aussi, quoi. Mais personne n'est interdit.
Parce que moi, il y a des milliers de jeux. Oui, mais il y a des milliers de jeux auxquels je n'étais pas au courant qu'ils existaient, que j'ai raté toutes les exclusivités et j'ai pas la haine. Je veux dire, c'est le jeu. Oui, dans ce cas-là, même les jeux de cartes à collectionner, ça va être ça. La saison 1 de l'Orcana, tu la retrouveras plus, tu vois. Ou alors à des tarifs monstrueux. Ouais, mais c'est le jeu, c'est le jeu. On n'est pas dans un monde communiste où tout le monde a accès à tout. Non, mais je parle pas de communisme ou quoi que ce soit. Je trouvais juste moralement discutable. Se retourne contre vous. Monsieur Kevin, on la ramène moins. On est bien d'accord. C'est discutable. Tant qu'on sait pas que ça existe, c'est pas un problème. Mais genre, si tu testes le jeu avec un ami parce que lui à l'époque l'avait backé, tu es fan du truc, bah tu peux pas parce que c'est pas possible, c'était exclusif. Donc tu l'as ça m'est arrivé. C'est quand même hyper frustrant de te dire, ou alors tu le trouves sur le marché à l'occasion pour 3 fois le prix. Bon, ouais. Bah ça m'est arrivé avec des bouquins, ça m'est arrivé avec des jeux vidéo sur console. Oui, mais c'est la vie. C'est pas parce que c'est arrivé, enfin parce qu'il arrive quelque chose de mal à quelqu'un que tu peux justifier que ça arrive à tout le monde, que c'est pas. Non, mais on s'en fout, c'est la vie, quoi. Je veux dire, tu n'as pas accès à tout, jamais, et bah c'est comme ça, quoi. Je préfère que tout le monde ait accès à tout. On est là pour parler d'un loisir de base, donc effectivement, c'est pas essentiel, donc c'est pas grave, tu vois. Mais je trouve ça dommage. Et en plus, de toute façon, le jeu de société, c'est un loisir élitiste, hein. Dans les niveaux de pledge auxquels on atteint, c'est quand même réservé à des gens qui ont envie d'investir. C'est un loisir à le dire, hein, avec ce que j'ai élitiste parce que nous on est dans une niche qui est élitiste, mais oui, c'est pas tout à fait. Oui, mais justement, je suis persuadé quand même que la plupart des gens qui font du crowdfunding sont des gens dans notre catégorie. La plupart des gens qui jouent en dehors sont des gens qui achètent des choses en boutique, et il y a aucun problème là-dessus. Mais on n'est pas dans la même catégorie. Ouais, c'est clair. Après, ça m'est arrivé de chasser désespérément. Voilà, là-dessus, je peux comprendre. Hein. C'est moins le cas maintenant parce que j'ai plus de mal à me faire hyper à ce point-là. Mais une époque où je chassais des occasions que j'ai pu payer très 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 cher pour des jeux parce que je voulais un bitonio en plus qui m'a encore une fois jamais servi. Mais oui, voilà. Et en fait, on s'en fout qu'ils servent pas. Ouais. Comment ça s'appelle Everdell. La première fois que j'ai acheté Everdell, c'était en occasion et je l'ai acheté en France alors que j'habitais au Japon. T'imagines les frais de port de taré que j'ai pris. Et encore, c'était avant le Covid, donc ça allait encore à peu près. Mais voilà, le gars, il vendait toutes les éditions en version deluxe avec toutes les extensions. Il faisait un lot comme ça. Voilà, bah moi, et j'avais jamais entendu parler d'Everdell avant et j'avais craqué sur le visuel. Je connaissais même pas les mécaniques de jeu. Donc là, j'ai fait ça pour, je crois que j'ai fait ça pour Root. Donc à l'époque, quelques extensions en arrière, mais c'est pareil. Je voulais me lancer et je sais pas pourquoi. Alors je suis sûr que Xavier, que t'es comme moi. Hein. Si je veux me lancer dans un truc, je veux quand même prendre le All-in Collector si je l'ai sous la main, au lieu de prendre une boîte de base pour voir si ça me plaît. Et donc, alors finalement, je l'ai revendu. J'ai à peine joué parce que j'étais noyé dans le contenu et ça me paralysait. Tu vois, la tyrannie du choix un peu. J'étais paralysé par le contenu que j'avais. Mais oui, j'avais mes 14 boîtes de route en version collector machin et tout. Plus des trucs fan-made derrière. Et ouais, je comprends ça. Et ouais, on peut dire que ça marche pour moi. Si tu dois checker des cases, Kevin, celui-là, il a pu marcher. Il marcherait encore peut-être sur moi à certains égards. Ensuite, bon, on l'avait mentionné en très brève introduction tout à l'heure, mais c'est le truc un petit peu obvious, les pubs très agressives sur les réseaux sociaux, on en voit depuis 2-3 ans de plus en plus sur Facebook, sur Twitter, on sait à de multiples reprises, on a parlé de Kelp qui avait convaincu sur ses publicités agressives notre très cher Xavier, c'est pas le seul. Une erreur. Il y a plusieurs jeux qu'on voit très fréquemment sur les réseaux sociaux de manière assez agressive, qui t'attirent vers la page de la campagne avec des petites vidéos très accrocheuses, etc. Ça peut parfois marcher, ça a son intérêt, ouais. Pas tant et gros d'ailleurs, parce qu'on parlait, il y avait Boken aussi, le jeu français, à qui on avait reproché d'être trop agressif, certains lui reprochaient ça. Tu vois, tu verras pas forcément Aokenrim faire ça. J'ai l'impression que c'est plus des petits éditeurs qui vont mettre un paquet d'argent, peut-être l'argent qu'ils mettent pas dans X créateurs de contenu, pour générer ces pubs assez agressives, mais qui sont un petit peu partout, quoi. C'est vrai. Mais sur moi, ça marche pas. C'est que pour Xavier qui font ça, je pense. Ils se sont passés le mot. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez paradoxal parce que par principe, en fait, ça marche pas sur moi, mais au bout d'un moment, ça m'énerve. Donc, j'ai envie de voir de quoi c'est et puis comme ça, on n'en parle plus. Et il y a 1 ou 2 fois où je me suis dit, mais non, mais finalement, en fait, c'est que ça m'intéresse. Heureusement que j'ai cliqué dessus parce qu'autrement, je l'aurais pas trouvé. Alors, ça n'est pas toujours convaincant à la fin parce que Kelp finalement ne m'a pas convaincu plus que ça. Mais quel autre jeu j'avais fait? Deep Regrets. J'ai commencé par le découvrir par les pubs sur Facebook. Et puis il y en avait un autre et je ne sais plus lequel c'était.
mais qui lui s'était révélé être un bon jeu. Donc voilà, moi en fait, s'ils arrivent à avoir des visuels, de bons visuels et à être suffisamment présents pour me casser les pieds, ils ont peut-être une chance de m'attraper finalement, paradoxalement. Ouais, mais alors du coup le risque c'est parce que les jeux qui vont miser là-dessus, c'est pour évoquer un truc que les gens ont déjà vu tout à l'heure, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, des jeux comme Apostle Bakery, c'est-à-dire des jeux qui sont très jolis. Tu feras pas ça pour un euro un peu aride. Tout à fait. Donc ça inciterait peut-être d'une certaine manière les éditeurs à plus miser sur la DA et sur tout ça que sur le. Oui. Que sur les mécaniques de jeu, oui. Ouais. En plus, je pense qu'il faut avoir un aspect visuel déjà bien convaincant. Ouais. Voilà. La DA prend beaucoup moins de temps que les peaufiner des mécaniques de jeu. Hein. De toute façon. Bien sûr, évidemment. Donc voilà. Point suivant. Du coup, on a beaucoup de campagnes, y compris les grosses campagnes assez dispendieuses où on va avoir des pledges à 300-400$, mais qui nous promettent dans le fameux onglet Why Back Now, que toutes les grosses campagnes se doivent d'avoir hein, pour justifier nos backs. Moralement, on se dit bon, je suis à un SMIC, est-ce que je peux vraiment mettre 500$ sur un pledge? Mes enfants ont fait. C'est jamais une très bonne idée. Je n'ai plus d'électricité. Voilà, c'est ça. On va hypothéquer un rein, la maison, son chien peut-être, sa grand-mère, je ne sais pas. Mais, dans le Why Back Now, il y a un point, c'est le Incredible Value. Pendant la campagne, c'est 60$ de moins que si vous achetiez en boutique. Bon, Incredible Value, ok, mais généralement, not so much, en vrai. Parce que nous, en limite, au Japon, on est un petit peu protégé de ce genre de choses-là, parce qu'on n'a pas la TVA à payer sur les Kickstarter, nous. Mais nous, on a des frais de port un peu plus élevés que vous, par contre. Mais du coup, ouais, ces fameux frais de port et la TVA que vous devez rajouter par-dessus quand vous êtes en France, par exemple, font que les 60$, finalement, généralement, ils passent un petit peu aux oubliettes. Et du coup, ce Incredible Value, mais... Oui, et puis t'as souvent cette dichotomie entre ça coûterait tant si vous l'achetiez en boutique, mais il est exclusif à Kickstarter. Quoi. Aussi, oui, ça arrive fréquemment aussi, c'est vrai. Ouais, même le mettre le MSRP, le prix conseillé en boutique, alors que on te dit que c'est un projet exclusivement sur GameFound, je comprends pas très bien la logique. Pourquoi tu me mets une comparaison du coup, c'est complètement débile. Tu peux me prendre pour un con une fois, mais deux fois, enfin, tu vois, dans les deux sens, ils te prennent pour un con. Ouais. Quoi. C'est ça. C'est le principe de la campagne éventuellement, peut-être. Hein, tu peux prendre une fois 1000 personnes pour un con une fois, hein, mais pas 1000 personnes 1000 fois pour un con. Ouais, va savoir. Ouais. Mais ouais, ça c'est une approche que j'apprécie pas outre mesure non plus, ouais. Alors ça c'est voilà, puisque chaque fois on donne un petit mot là-dessus, je suis pas du tout sensible à ça, et j'estime que si t'as besoin de m'expliquer pourquoi faut que je back, c'est que j'ai pas besoin de backer en fait. Si je suis pas convaincu quand j'arrive à la section en bas Why Back Now, c'est que je suis pas convaincu point barre quoi. Mais c'est pareil, moi je suis complètement indifférent à cette section. D'ailleurs, je la lis très souvent, je la lis même pas parce que c'est toujours le même argument marketing. C'est souvent les mêmes laïus, ouais. C'est souvent les mêmes arguments qui reviennent. Je les lis toujours pour le menu crowdfunding parce que de temps en temps dedans, ils te mettent en fait en avant certains points de gameplay qui viennent le différencier un petit peu d'autres jeux de la même catégorie. Qu'est-ce qui fait que ce projet est plus saillant que d'autres dans cette catégorie de jeux-là. Donc ça peut être intéressant parfois à lire, mais c'est vrai que c'est souvent très souvent les mêmes arguments qui reviennent encore et encore, ouais. Et du coup, dernier petit point qu'on ignore trop souvent comme étant du marketing, alors que foncièrement ça en est, roulement de tambour, les stretch goals. Oui, bien sûr, la reine mère des arguments marketing, bien sûr. Bah ouais, parce que les stretch goals c'est bien mignon, mais les 3/4 du temps, les stretch goals sont décidés bien à l'avance. Ils ont rien de très originaux. Ils sont pensés longtemps avant le lancement de la campagne. Il y a une partie des stretch goals, on sait qu'ils seront inclus d'office de toute manière, ou ils devraient l'être s'ils ne le sont pas d'office. Parfois, enfin même très souvent d'ailleurs, pour avoir des contacts avec certains éditeurs, ils te disent que en fait ils prévoient de faire des stretch goals tous les $20,000, mais en fonction de l'évolution de la campagne des premiers jours, finalement ça va être de 5 000 en 5 000 et non pas de 20 000 en 20 000 par exemple sur les choses là. Tu te souviens de l'époque c'est gonflé artificiellement de la hype aussi. Hein. C'est ça, il y a une époque où enfin, oui, je sais qu'il y a une époque où je voyais, ils t'affichaient tous les stretch goals du début du premier au dernier. Maintenant, souvent, ils sont obscurcis derrière le fog of war et voilà, ils le révèlent comme ils peuvent, comme ils veulent, quoi.
Et par contre, là, tu vois, c'est intéressant, Kevin, parce que moi, il y a une tendance qui m'horripile dans les stretch goals. C'est, par exemple, je passe 24 heures à ne pas m'intéresser à une campagne, et quand je reçois le deuxième newsletter, on a déjà débloqué 24 stretch goals. Vous en aviez combien à la base des stretch goals? 79? Ça me tue, ça. Parce que quand tu obtiens sur une campagne, quand t'as un stretch goals qui enfin se développe, ouais, là, t'as un sentiment, on a bien bossé ensemble. Alors, c'est pas du tout, on n'a pas bossé, on a juste mis notre pognon dans le nourrin. Mais là, ouais, grâce à vous, on a déjà débloqué 17 stretch goals en moins de 2 heures. Ok, vous aviez des niveaux de stretch goal assez bas, hein, visiblement. Tous les $5, on a un stretch goal. Et c'est le propre, je crois, alors, je sais plus, j'ai envie de dire que c'est Awoken Dreams qui fait ça. Je crois que Ludus Magnus fait ça aussi, malgré tout l'amour que je lui porte. Le stretch goal, c'est l'extension Xavier à la plage. Mais le premier stretch goal, c'est la figurine Xavier. Le deuxième stretch goal, c'est la carte Xavier. Et en fait, t'as une dizaine de stretch goals qui constituent finalement une boîte, donc un seul stretch goal au bout. Donc ça n'a même plus de sens que si tu t'arrêtes au milieu, t'as une demi-boîte qui sert à rien. Et pour peut-être amener un peu de grain à moudre à ton truc, j'ai l'impression qu'en plus, de toute façon, c'est une mauvaise idée dans tous les cas. C'est du perdant-perdant parce que soit t'as ce truc-là très vicieux qu'on critique maintenant, mais j'ai au moins, donc ça arrive, l'inverse arrive, c'est-à-dire des gens qui sont honnêtes dans leur stretch goal, et en fait c'est pas mieux pour eux, parce que je me souviens d'un éditeur qui m'a dit putain on est dans la merde, on a, je sais pas, on est à 200% de financement, je dis n'importe quoi, peu importe, il faut qu'on trouve des stretch goals, et souvent quand c'est dans ce sens-là, qui serait le plus honnête, donc peut-être pour les gens le plus louable, non seulement ça se fait dans la précipitation, mais en plus souvent ça va éclater le délai de livraison, puisque tout est à refaire en fait sur ces stretch goals, tout est à faire, tout est à équilibrer, tout est à penser. Donc dans tous les cas, ça marche pas bien ou pas de manière satisfaisante, quoi, que ce soit prévu à l'avance ou pas. Sinon, il y a la variante de stretch goals qui sont pas des stretch goals parce qu'il n'y a pas de stretch à faire, c'est juste les daily reveal. Mais là, c'est juste pour donner un petit peu de vie à des campagnes parce qu'on sait qu'après après 3-4 jours, t'as plus tellement de vie sur la campagne jusqu'aux dernières 24 heures. Donc bon, ça, je peux le comprendre. Je suis pas très fan parce que je passe pas tous les jours sur les campagnes, mais bon, tu check une dernière fois 24 heures avant la fin et t'as le résumé global. Donc c'est pas très gênant, mais bon, ça me choque moins. C'est plus honnête intellectuellement de dire, de pas essayer de faire croire aux gens c'est votre argent qui a permis de financer ça, mais de dire voilà, on vous donne une petite surprise en plus on lève un peu plus le rideau, quoi. Et tu vois, finalement, c'est paradoxal par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que j'aime les exclusivités, que je recherche les exclusivités, mais en même temps, il y a pas mal de campagnes qui nous disent bon voilà, nous on n'a pas mis de stretch goals parce qu'on pense que notre produit il est très bien comme ça et qu'on a déjà mis le max. Eh ben oui. Merci, parce que déjà ça va m'éviter de passer 3 fois par jour sur la page, et deuxièmement parce que je sais déjà mon produit fini, il va ressembler à quoi. Parce que j'ai déjà vécu certaines campagnes où le dernier stretch goal il manquait $1000, du coup l'éditeur se sent obligé de le mettre dedans quand même, parce que tout le monde le demandait mais ça n'a pas financé. Et le coût des 17 stretch goals par jour, c'est justement en suivant actuellement la campagne d'Agricola les premiers jours, mais c'était feu d'artifice quoi. C'était et ça m'a un peu dégoûté de la campagne d'Agricola par Awoken Dreams. Je me suis dit c'est fatigant en fait. Et donc du coup une campagne sans stretch goals, parce que j'aime bien finalement que l'éditeur et l'auteur aient les balls de te dire nous on pense que notre jeu il est parfait comme ça. Donc voilà. On met tout sur la table, et puis c'est bon, on y va. Ça, c'est bien. Ouais. D'autant que des éditeurs comme Awoken Dreams sont ceux qui, je pense, n'ont pas forcément besoin de stretch goals pour faire de l'argent. Donc c'est ceux qui en ont le moins besoin, qu'on abuse le plus, quelque part. Et si Awoken Dreams un jour me disait, ça c'est le produit fini, mais je pense que je retournerais backer Awoken Dreams, tu vois. Même si on l'a revu encore il y a pas si longtemps, leurs produits sont jamais vraiment finis, et il y a toujours des surprises au tournant dans le développement d'un jeu. D'autant plus que c'est un peu corrélé aux faux objectifs de financement participatif. C'est-à-dire que tu as besoin de 400 000, mais tu vas écrire 80 000 pour financer en 24 heures. Et derrière, en fait, les stretch goals, si tu vas atteindre les 400 000 dont tu avais vraiment besoin à l'origine, les stretch goals ils sont inclus là-dedans, en fait. Donc vraiment, c'est inclus de base en réalité. Pour certains d'entre eux, peut-être pas pour tous, mais c'est un peu malhonnête, quoi. Là, c'est bizarre quand tu prends du recul, de cette façon de fonctionner à nous, consommateurs, comme à eux, éditeurs. Il y a un truc bizarre qu'on retrouve pas ailleurs. Tu imagines si c'était comme ça pour les bagnoles, ce serait vraiment bizarre, quoi. Dans aucun autre domaine, ça passerait aussi simplement que chez nous, quoi. Ouais, pour 100 € de plus, je te file les freins. Ah, mais tu vois, c'est ça.
C'est ça. Ah, t'as eu ton crédit en 5 ans, bah du coup tu peux avoir les vitres électriques. Enfin, c'est bizarre. Ouais, ce serait doublement marrant qu'une campagne de Awaken Realms ne marche pas, parce que ils ont toujours une boîte de stretch goals. Et du coup, ça ferait une boîte avec 2 trucs dedans. Oui, j'avoue. Oui, c'est vrai. Mais en plus, ils nous voient leur projet. On va pas refaire l'émission qu'on a fait avec Xavier, mais c'est des projets, des jeux malheureusement qui maintenant sont dilués en fait parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont besoin de ça. Est-ce que alors je sais pas, t'avais terminé ta liste ou parce que j'ai l'impression qu'il y en a un. Ouais, alors il y en a un que t'as volontairement ou pas omis, je sais pas. C'est la nouveauté. Ouais, tu sais de quoi je vais parler ou tu hoches la tête par politesse? Fort bien. J'en prends note. C'est le système du cooldown, là, ça s'appelle comme ça, je crois, sur GameFound. C'est-à-dire qu'une fois que la campagne est finie, t'as encore du temps pour backer. Ça te parle ou pas, ça? Tu l'as déjà vu ou pas? Ah, il y a quelques campagnes que j'ai vu faire ça, effectivement. Ah, c'est ça. Et en fait, les late pledge et tout ça, quoi. Non, c'est pas ça. Late pledge avant le late pledge, ouais. En fait, alors je sais pas si c'est cooldown. Je crois que le terme c'est cooldown. Quelqu'un pourra peut-être vérifier pendant que je parle. Donc en fait, la campagne se termine à minuit. Et ben en fait, jusqu'à 1h du matin, tu peux encore pledger avec les mêmes avantages que n'importe quel backer, ok. Donc c'est un compte à rebours hein, d'une heure, par exemple, disons. Et si quelqu'un repledge dans ce délai d'une heure, ça relance le délai d'une heure. Et Ludus Magnus a fait ça sur une de ses dernières campagnes, je sais plus laquelle. Et ils ont réussi à aller chercher quelques dizaines, voire quelques centaines de backers en plus. Et pour moi, alors oui, c'est du FOMO bourré à coup de coude dans la gorge, mais ça fait de mal à personne dans l'absolu. Ça peut juste te faire passer le cap, quoi, sachant que t'as plus le temps de réfléchir après pour annuler. Mais je pense que c'est bien si ça régénère un peu d'émulsion. On sait bien aujourd'hui que les campagnes sont longues parce qu'il faut que les gens la voient, mais en même temps elles sont pleines de vide parce qu'il n'y a pas d'activité au milieu. Donc voilà, je trouve pas ça une mauvaise idée. Par contre, je sais que cette campagne-là, je l'avais backée, donc c'était pas un problème. Mais sur une campagne que j'aurais pas backée, ça pourrait peut-être me faire craquer ça, ce truc-là, ce temps impérial. Et maintenant que tu mentionnes GameFound, j'en ai pensé à un autre que j'avais oublié, alors que franchement, c'est un truc qui ravage le fion de notre cher Xavier. Tu calme, tout va bien, c'est la nuit. Ah mais oui, mais bien sûr. Non, on n'en parle pas. Bien sûr. La vie à crédit, la plus belle vie, c'est la vie à crédit. Ça, la vie à crédit, c'est magnifique. Santé. Sponsorisé par Cofidis et Xavier. Le stretch pay, éventuellement pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est sur GameFound la possibilité d'élargir vos paiements et votre fondement par la même occasion en 4, 5, 6 fois parfois. Donc au lieu de payer votre pledge à 400 boules, vous allez le payer, je sais pas, 60 €, 7-8 fois par exemple. Donc espacer un peu les paiements, mais vous payez exactement la même chose. Oui. Il n'y a pas d'intérêt. Oui, sauf que le risque, c'est que vous allez faire ça sur 7 projets différents et que vous allez payer 300 € par mois. Ça, c'est le risque. Heureusement, moi, j'ai réussi à ne faire qu'une seule campagne en stretch pay à la fois. La seule fois qu'il m'est arrivé une fois où 2 se sont chevauchés sur 2 mois. Et c'est tout. Mais autrement, ouais, ça par contre, je fais super gaffe parce que ça, c'est vraiment l'engrenage. Ça, c'est vraiment le casino où t'as l'impression que tu gagnes à tous les coups et puis à la fin du mois, bah, tu t'aperçois que t'as même plus assez pour te payer les pâtes. Donc, ouais, non, ça, c'est en même temps extrêmement pratique parce que ça te donne un sentiment de bon, bah, c'est bon, je peux quand même me le payer. Et quelque part, je trouve pas ça plus condamnable que de prendre un crédit pour payer ta voiture sur 24 mois. C'est chiant, mais je veux dire, on le fait depuis des dizaines d'années. Et c'est vrai que la présence du stretch pay, en fait, ça a beaucoup ralenti mes pledges sur Kickstarter qui ne le proposent pas. C'est vrai que je suis beaucoup plus frileux sur Kickstarter maintenant, sur un petit projet. Alors ce que j'appelle un petit projet, c'est 50 $, 60 $, entre guillemets. Donc c'est pas petit, mais ça reste raisonnable, entre guillemets. Ok, je peux pledger, mais sur un gros truc, sur Kickstarter, j'aurais tendance à pas pledger parce que faut tout payer d'un coup. Et tout de suite. Comme dans la vraie vie, comme si tu devais de l'argent à quelqu'un, quoi. Alors que moi, GameFound, voilà. Excuse-moi. Ouais, je pense que c'est un peu un moindre mal. Le risque, c'est que tu fais un crédit sans que personne ne vérifie tes ressources. Ceci étant, si à un moment tu peux plus payer, t'as pas l'huissier qui vient, on te rend ce que t'as déjà mis, puisque souvent la durée de l'étalement est inférieure au délai de livraison. Et c'est ce qui, pour moi, rend la pratique tolérable, c'est que GameFound te propose pas de t'endetter sur 10 ans pour payer un jeu. Ça reste réaliste, généralement c'est sur 10, peut-être 10-12 fois, en tout cas moins que Et voilà, si tu peux pas y payer, que t'es dans la... 5-6 fois. Ouais, bon voilà, tu vois. Donc,
Donc c'est pas de l'endettement sur le temps long, et encore une fois, si tu peux pas payer, tu n'auras pas l'huissier, en fait, tu vas récupérer ce que tu as mis et tu n'auras pas le jeu. Alors évidemment, ça crée une dynamique d'endettement qui peut être problématique, hein, je suis d'accord. Oui, bien sûr. Je trouve ça aussi louable que pernicieux, en fait. Ouais. Ouais. Ça démocratise l'accès à certains projets tout en mettant les gens qui justement n'auraient pas pu se payer dans un risque d'investir de l'argent qu'ils n'auraient pas investi oui, enfin, oui et non, parce que si sur un projet qui coûte, admettons, $300, parce que vous êtes des gros backers de All-in, par exemple, si tu te dis sur Kickstarter, je vais pas y aller parce que $300, c'est une somme, bah peut-être qu'il faut juste pas le backer tout court, même avec le stretch pay en réalité. Si t'es à ce point-là dire $300 c'est beaucoup, bah faut y aller quoi en fait. Alors non, en fait, moi mon raisonnement, et je suis le premier à reconnaître qu'il est bizarre, c'est que je ne vais pas sur Kickstarter à $300 parce que ça me fait chier que GameFound offre le stretch pay et pas Kickstarter. C'est tout. Honnêtement, si GameFound proposait pas le stretch pay, j'irais sur Kickstarter comme je l'ai déjà fait. Je parlais pas spécifiquement de ton cas, je disais pas que t'étais en difficulté, que du coup toi il fallait pas que tu actes spécifiquement, oui, mais bien sûr. En général, mais du coup pour ton cas présent, ça change quoi qu'il y ait le stretch pay ou pas sur Kickstarter, vu que tu dépenses la même somme au final? Eh ben c'est purement psychologique. C'est une espèce de béquille mentale totalement débile, hein, je suis le premier à le reconnaître. C'est genre, j'ai pas à tout payer d'un coup. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça marche, hein. Il n'y a pas que des gens pour une maison, qui sont pour une voiture, financièrement. Pour autre chose. Ouais. Parce que comment tu justifies, pour digresser un tout petit peu, comment tu justifies que les iPhones arrivent à $1000, enfin les Galaxy qui se replient arrivent à $1000, c'est débile. Ouais. Mais c'est débile parce que les gens peuvent les payer en 36 mois. Hein, toi et moi, Kevin, on le sait. Enfin, toi, ça fait un peu plus longtemps parce que t'as un vieux téléphone maintenant. Mais moi, ça me frappait toujours. Ouais, mais le dernier iPhone, il coûte 3 enfants, mais vous pouvez l'étaler sur 36 mois. Donc en fait, vous allez payer juste 30 € par mois, c'est tout. Donc c'est 30 €, c'est rien. 30 €, c'est. Et voilà, c'est pour moi, c'est finalement, c'est quelque part, c'est justifié. Ça aide à justifier des inflations tarifaires. Et on va revenir donc sur... Alors moi, de toute façon, c'est plus un coup de gueule qu'autre chose. Je le mets plutôt à la fin parce que ça aurait pu aller dans l'actu, mais je voulais pas que ça ternisse un petit peu l'ambiance si joviale. Je sais pas comment vraiment amener le sujet intelligemment. J'ai ragé sur Internet dans tous les commentaires possibles. J'ai fait du doxing et du harcèlement, du cyberharcèlement pendant des semaines suite à ce truc-là. Et j'ai besoin de pousser mon coup de gueule. Voilà, il faut que j'extériorise. Et si vous êtes dans mon cas, rejoignez-moi. On va monter une assos, quelque chose. Je veux reparler d'Eldorado Games, qui est... Tu vois, j'ai dit qu'Ivy était mon premier amour, mais je pense que Eldorado Games est plus ancien et que c'était plutôt lui mon premier amour. Je les aimais tellement que je les avais nommés éditeurs de l'année en 2022, dans ma rétrospective de l'année. Ils ont fait... quelques jeux que j'ai encore, comme Age of Atlantis, je l'ai encore. Machin avec Eldorado, je l'ai plus, parce qu'il était trop simpliste, mais il était magnifique. Ils faisaient souvent des très 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 beaux jeux, avec des mécaniques qui étaient pas incroyables, mais qui marchaient. C'était plutôt la beauté du truc, et le côté un peu accessible. Souvent, c'est simplification de grosses mécaniques qui existent déjà ailleurs. En 2022, c'est l'année où ils avaient annoncé que le marché devenait trop dur pour eux, et que, en fait, ils s'arrêtaient après la livraison de leur dernier projet financé à l'époque, qui s'appelait Legends Academy. C'est vrai que avec le recul maintenant, quand je vois les chiffres de leur campagne qui me paraissaient gros quand j'étais un petit backer sans ambition, mais quand tu vois des quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de dollars, tu dis ouais, en fait ça pèse quand même pas lourd. Et j'avais trouvé ça classe en fait de pas partir avec la caisse. L'actualité nous a montré depuis qu'il y en a qui se contentent de fermer boutique et de partir avec ce qui reste du financement sous le bras. Là, ils avaient fait mieux même que du Final Frontier, puisque eux avaient dit on poussera jusqu'à livraison, juste on fait plus rien d'autre. Et donc j'avais trouvé ça très bien, j'avais presque été ému un petit peu par le témoignage vidéo de et il rit l'autre là. Il rit de mon émotion. Salaud. Et voilà, donc j'avais fait un laïus, je peux plus le regarder aujourd'hui tellement ça me met en colère, mais en 2022, j'avais dit voilà, c'est des gars super et vraiment ils ont été droits jusqu'au bout. Sauf que entre-temps, ils ont livré Age of Atlantis, qui avait été backé avant qu'ils annoncent leur fermeture de boutique, donc c'est leur avant-dernier projet. Dans ma boîte, il manquait du matériel et j'avais relancé plusieurs fois, j'avais jamais eu de retour en fait. Donc, en plus, c'est des jetons assez particuliers qui doivent s'emboîter dans des pistes, donc j'ai du mal à trouver du remplacement, j'ai pas vraiment de remplacement qui fonctionne. Donc un petit peu frustrant.
Mais je m'étais dit, voilà, bon, maintenant qu'ils ferment et tout, c'est un petit peu cuit, mais j'étais quand même un petit peu triste. Ensuite, ils ont demandé une rallonge contre des goodies, un petit peu à la manière de Walk and Dreams, post-Covid, là, en plein dans la crise logistique de 2021++, pour pallier à l'explosion des frais de production et anticiper de livraison du fameux Legends Academy. Donc, comme au Walk and Dreams, en fait, le principe, c'était tu prenais une espèce de petit panier garni avec un petit goodie pour chacun des jeux de l'éditeur, jeu précédent, donc il faut avoir. Et en échange, du coup, tu payes un petit peu plus cher que ce que valent la production de ces goodies pour financer la livraison. Et là, donc j'ai reçu les Legends Academy il y a quelques semaines, jours, bref, peu importe. Déjà sans le pack de goodies. Alors je sais que je suis pas le seul à pas l'avoir eu, mais en tout cas, j'ai vu personne dire explicitement qu'il l'avait eu dans son colis. C'est-à-dire que déjà, bon, t'as payé pour un truc que t'as pas, et ça fait un peu mal au cul quand même, parce que quelque part, t'as fait ta bonne action, tu vois, t'as remis, je sais plus, 20, 30 € quand même, ce qui est pas rien, pour quelques cartes et quelques machins. Tu le fais de bonne grâce, mais si on te promet un truc en échange, dans ce cas-là, promets rien. Il y en a qui demandent des rallonges sans rien, et ça marchait bien comme ça. Donc déjà, dès l'ouverture du carton, je commence à être un petit peu en colère. Ensuite, je commence à déballer, je vois que les cartes sont en noir et blanc. Alors, il y a une partie qui est en couleur, mais toutes les illustrations sont en noir et blanc. Et je commence à me dire, ok, donc en fait, il y avait vraiment plus de sous. Ils ont voulu aller au bout, mais un petit peu quoi qu'il en coûte, hein, une espèce de petite Emmanuel Macron, mais sans aucun moyen, quoi. Et ça va encore plus loin, puisque j'étais dans mon amour de l'époque, donc avant qu'ils annoncent leur faillite, hein, quand j'avais backé ce jeu-là, les Legends Academy, j'avais payé le supplément pour la version peinte. Et les figurines, elles sont mi-peintes. J'ai un exemple sous la main, là, je suis allé chercher un exemple pendant que Kevin était occupé. C'est-à-dire que c'est pire que si c'était pas peint du tout, c'est pas à moitié. Donc là, j'ai pris une figurine. Alors, c'est pas la plus représentative, parce la peinture est noire et blanc. Mais en gros... Même les peintures de figurines sont noires et blancs. T'as une figurine avec mi-plastique et mi-couleur. Ce qui est pire que pas peint, hein, parce que ça fait moche. Surtout quand c'est des couleurs plus vives, tu vois. C'est moche. À rattraper, faut tout repeindre en fait. Et sur certaines figurines, genre parce que tu incarnes des légendes de contes, donc t'as Robin des Bois et tout. Quand t'as juste un chapeau vert, un corps gris, en fait c'est abominable. J'aurais préféré que ce soit pas peint, ou à la limite qui disent à la place on vous met une sous-couche, un sun drop et basta. Donc c'est pas sérieux du tout. Enfin, même si ta démarche à la base elle est bonne, et c'est ce que j'ai dit à plein de gens, je sais plus à qui de vous j'en parlais, et j'aurais pu tout accepter s'il avait dit en face. Il avait dit bon, les goodies en fait on peut même pas les produire. Tu me le dis, y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ils ont arrêté toute communication depuis qu'ils ont touché le dernier sou et qu'ils ont dit qu'ils fermaient. Et en allant chercher le guide un petit peu de rangement de ce Legends Academy, dans les commentaires, t'as une foule de gens, et pareil sur les commentaires de leur projet sur GameFound, qui n'ont même pas reçu Age of Atlantis. C'est-à-dire le jeu d'avant. C'est-à-dire qu'il y a même des jeux qui sont pas envoyés. Donc je pense qu'en fait, la logistique, ils l'ont payé le minimum possible sans aucun suivi. Ils ont balancé ce qu'ils pouvaient à qui ils pouvaient. Et aujourd'hui, passé cette colère, vraiment j'étais en colère, je me sentais un peu trahi parce que j'avais de la peine pour eux, je pense. Je me dis, est-ce que c'est pas pire ce bordel-là que juste de rendre la moitié du pledge à chacun ou je sais pas, de dire on fait à minimum, mais on fait bien. Et là finalement, enfin je suis avec un jeu qui, alors je verrai bien s'il est bien, je vais l'essayer. Hein. Le pitch était top, donc je pense que le jeu était développé quand ils avaient plus de sous, donc il devrait encore être bien. Mais là, c'est pas beau, ça laisse pas un beau souvenir. Voilà. Je suis d'autant plus deg qu'ils avaient une vraie patte, ils avaient de l'imagination, ils avaient des univers, des DA qui étaient superbes. Et voilà. Donc là, j'ai refroidi. Vous voyez, je suis un peu plus lucide dans mon truc, mais j'avais besoin d'en parler. Je me sens plus en colère que Final Frontier quand j'ai cru que je recevrais pas mon extension de Merchant's Cove, tu vois. Je trouve que c'est une piètre façon d'allouer les derniers crédit que tu as que de faire tout à moitié au lieu de faire une seule chose bien. Et voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me partager vos expériences. Je me sens seul. Il n'y a pas eu beaucoup de backers. Je crois qu'il y avait une VF qui était pledgeable. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils reçoivent leur pledge, mais pas dans la bonne langue. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est pire. Vraiment. Puis, il n'y a plus de service après-vente maintenant. Ah non, il n'y en a plus depuis Age of Atlantis. Hein, donc, ouais. Non, c'est réglé de ce côté-là, oui, c'est clair. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien. Du coup, j'étais tellement en colère que je vous ai pas montré la page d'Eldorado Games. Mais voilà, Windward, cherchez très bien Windward, très chouette. Il était beau, ouais, en plus. Ouais, il était beau. C'est le dernier qui a été livré complet. Age of Atlantis a commencé à déconner, et donc Legends Academy, je sais même plus. Vous voyez, $200,000, c'est ridicule. Enfin, maintenant, je m'en rends compte. Surtout vu le nombre de backers, en fait. Je pense que c'était pas assez. Et est-ce que, ouais, voilà, donc les prépeintes, normalement, ça devait être ça, quoi.
Donc pas de qualité de ouf, mais c'était peint en fait, tout simplement. Et à aucun moment ils ont dit en fait on les peindra pas, et encore pire on les peindra qu'à moitié. Et donc voilà, les peindre à moitié, faut dire c'est étonnant quand même. Ouais. Promo pack à 20 boules, et ben voilà, c'était lui. Retrouvez-le. Non, le retrouvez pas. Bien sûr que non. Et un contrat sur sa tête signé par. C'est ça. Non, mais en plus je suis triste parce que vraiment j'adorais leurs jeux. C'était pas les meilleurs jeux du monde, mais moi c'est des jeux qui me parlaient, qui me touchaient. Et j'espère que malgré ces figurines dégueulasses et ces cartes un peu moches là, j'arriverai à me projeter dans cet univers qui me fait toujours autant envie. À toi de pousser ton coup de gueule. Je pensais qu'il y a des tas de campagnes qui ont eu des débouchés un petit peu similaires. Très récemment, on a vu passer celle sur l'univers de Peter Pan. Comment ça s'appelait, je ne sais plus exactement, mais Neverland, je crois, un truc comme ça, qui ne sera jamais livré aux backers. C'est un jeu que j'avais failli backer à l'époque, en 2019 ou 2020, je ne sais plus, qui était très très joli visuellement parlant. Et il sera jamais livré, il est parti avec la caisse. Donc bon, on a tous entendu parler de ce genre d'affaires, malheureusement. Moi, j'ai la chance jusqu'à présent de n'avoir jamais eu à me plaindre de ce genre de choses. J'ai toujours été livré pour tous mes projets. Donc j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Pas eu vraiment de pépins. Si on avait eu un pépin, c'était pour Muséum à l'époque, avec Xavier, quand on avait pris le all-in. Ouais, non. Non, sinon j'ai jamais trop été échaudé à ce niveau-là, donc ouais. Ouais. Non, là, c'est vrai, tu vois, ça m'était complètement sorti de l'esprit, mais j'étais tellement dégoûté quand j'ai reçu le all-in, il me manquait des trucs, et il y avait plus moyen d'obtenir quoi que ce soit. Et en plus, le SAV m'avait mené en bateau en me disant, oui, on vous envoie ça, mais en fait, non, c'est pas possible. Que, en fait, j'avais tout donné à Kevin, ce qui lui manquait, pour que lui complète un pledge, je dirais, à peu près de luxe, même s'il te manque une extension, la dernière qu'ils ont produite, puisqu'ils m'ont pas livré les plateaux, donc elle est pas jouable. Mais au moins, toi tu l'avais, et puis moi, par contre, tout le reste, je l'ai balancé à la poubelle. C'est la seule fois. En plus, j'avais très très peu apprécié le nombre de cartes qu'il avait fallu sortir de ma boîte de Muséum de base pour la remplacer par les versions erratées. Il y en avait des dizaines et des dizaines. Il y avait même, ils avaient redonné des sets entiers de cartes qui n'étaient pas erratés, mais qui les avaient comme ça. C'était une utilisation complètement stupide de l'argent. C'était terrifiant, ouais. Non, c'était Grail Games, c'est ça, non? C'est ça. Ouais, c'était Holy Grail Games. Holy Grail Games, je pense. Il m'avait contacté pour parler de Muséum, c'était au tout début de ma chaîne. Donc après cette histoire de campagne, je pense, hein. Et je m'étais fait défoncer. C'est une de mes vidéos qui à l'époque était la moins vue, et je m'étais fait assassiner dans les commentaires parce que je devenais le suppôt de Satan, et j'avais aucune idée de tout ça. Mais ouais, c'est là que j'ai pris conscience de l'ampleur du désastre, quoi. Ouais, non, c'était vraiment terrible. Des jeux sympas en plus. Ouais, c'est vrai. Et le seul accident de pledge qui m'est arrivé et qui s'est bien résolu, c'était avec la fameuse boutique américaine là de Gaming Goat, qui avait fait le jeu de pêche Tournament Fishing. Et pendant 1 an et demi, 2 ans quasiment, les pledges étaient restés dans des entrepôts parce que le gars voulait pas payer les frais de livraison, tout ça. En plus, visiblement, il était banni d'à peu près toutes les conventions d'Amérique du Nord. Il était banni de Board Game Geek. Enfin, c'était un homme charmant et délicieux. Et la situation s'est débloquée quand il a lâché l'affaire de sa boutique pour aller faire autre chose. Et le repreneur, lui, a débloqué le tout. Et finalement, on a reçu les pledges assez peu de temps après, et heureusement, parce que c'est plutôt un bon jeu. J'aurai sans doute l'occasion d'en reparler dans pas trop longtemps, mais celui-là, c'était le seul de ma carrière de pledge que j'avais complètement rayé, en me disant, ça, j'obtiendrai jamais rien, je verrai jamais la couleur du pledge. Xavier, t'avais pas eu un jeu de Gabe Barrett en solo que t'avais pas reçu non plus? C'est vrai. Alors là, oui, c'est vrai, dans le, comment ça s'appelle, Solo of the Month, la série des Solo of the Month, j'avais pledgé Okinawa. Je l'ai jamais reçu. Pourtant, j'ai bien la preuve que je suis backer sur GameFound, et je l'ai relancé sur Facebook, sur GameFound et à l'adresse de son site internet, et je n'ai jamais obtenu de réponse. Donc lui, voilà, il est tricard, quoi. Tous les jeux Solo of the Month, maintenant, je regarde même pas. C'est par principe, c'est non. C'est dommage parce que franchement, les petits jeux que j'avais reçus de lui étaient plutôt sympas, même s'ils étaient pas très très ambitieux. Et Quest Over Coffee était plutôt rigolo. Donc, mais là, c'était quand même un peu. Et du coup, je suis content de pas avoir pledgé la remise en deluxe de Age of Rome. Enfin, un jeu sur le développement de l'Empire romain, comme ça, qu'ils avaient refait en version un peu plus deluxe.
Parce que du coup, si c'est pour pas recevoir les pledges et se faire ghoster comme ça, c'est pas la peine. T'as quand même eu 3 soucis finalement, hein, au final. 3 soucis, dont un c'est bien terminé, Tournament Fishing Simulator. Le deuxième c'est middle terminé puisque j'ai reçu un produit, mais c'était n'importe quoi. Et le troisième c'est vraiment mal terminé puisque là j'ai absolument rien. Heureusement, celui que j'ai jamais reçu, c'est le moins cher. C'était celui qui était à $24. Donc j'ai la S, comme disent les jeunes, mais voilà, j'ai le seum. Voilà. Puis bon, c'était $24 sur GameFarm, donc en fait c'était 24 fois $1, on est d'accord. C'est ça, oui, c'est à peu près ça. Ouais. C'était. Bah là, du coup, j'ai bien été stretché quand même. Bécile. On reste sur tes coups de gueule alors Xavier, coup de gueule, je sais pas si c'est un coup de gueule, mais tu voulais revenir sur Miss Wynn dont on avait parlé, Kevin, il y a quelques temps, il y a pas si longtemps, quand moi je l'avais reçu, et j'avais dit d'ailleurs à cette occasion, Xavier Le Vénard l'a reçu avant moi. J'avais pas osé aller sur la campagne originelle parce que ça m'attirait beaucoup, ne serait-ce que graphiquement. Mais et puis l'idée d'un jeu sans fin, sans boss final, sans rien comme ça me plaisait beaucoup. Et en même temps, j'avais peur que ça soit une fausse bonne idée. Donc là, maintenant que je l'ai acheté en occasion dans une de mes boutiques préférées à Poitiers, Vive Poitiers, j'ai un peu plus une idée. J'y ai joué d'ailleurs avec Kevin, avec un de nos collègues joueurs comme ça. Et alors, je sais pas ce que ça va donner quand j'aurai enchaîné les parties avec les différents personnages, mais pour l'instant, je trouve ça très agréable pour l'exacte raison il n'y a pas de stress. Je me suis aperçu, quand j'ai joué en solo avec le fermier, j'ai fait n'importe quoi au début parce que je connaissais pas bien les mécaniques, et je me suis aperçu que, oui, je passais plus de temps, mais finalement, au bout du compte, j'arrivais au même endroit. Mais que finalement, dans le processus, j'avais beaucoup appris. En me disant, voilà, c'est le premier jeu que je rencontre avec cette dimension de tu peux te planter, c'est pas grave. Tout ce que ça va te faire perdre, c'est du temps. Mais comme il n'y a pas de fin, comme il n'y a pas de timer, comme il n'y a pas d'objectif arrêté, c'est pas dramatique. Donc je rappelle quand même un peu Miss Wynn, le principe, c'est donc vous, humains, vous débarquez dans une vallée qui était un peu oubliée et vous décidez de la coloniser. Or, il n'y a pas que vous dans la vallée, il y a des esprits, comme on les voit actuellement à l'image, et va se tisser entre les colonies humaines et les esprits toute une série de relations plus ou moins complexes par le biais de cartes d'événements, de cartes d'aventure, de choses comme ça. Mais quand on y réfléchit bien, elles apportent de la couleur ambiante, mais elles sont pas indispensables au jeu, quelque part. T'es là, tu fais ton plateau de jeu parce que t'es le fermier, parce que t'es la marchande, parce que t'es le tavernier, et puis parce que t'es le chasseur, le ranger, le chasseur. Et puis, tu fais ton truc à toi. Le truc que je reproche par contre, et qui a, je dirais, trouvé un peu une solution apparemment dans l'extension, c'est l'absence totale d'interaction entre les joueurs en termes de, tiens, moi, ton produit que t'as fait, ça me plairait bien parce que ça me donnerait des bonus, et trucs comme ça. Apparemment, ça reste limité, hein. Pour l'avoir ici, ça reste limité. Oui, il y a quelque chose, mais c'est limité. D'accord. Ça, c'est le seul truc que je trouve un peu dommage. Et même en le trouvant un peu dommage, il me gêne pas plus que ça. Et je me suis aperçu que finalement, cette catégorie de jeux que j'appellerais les jeux chillax, t'es là, tu joues parce que t'as le plaisir de jouer, c'est une niche que je ne connaissais pas et qui, dans certaines circonstances, qui sont actuellement les circonstances de maintenant, ça me plaît bien. Et ça me fait aller sur Deep Regrets, puisque Zeugma en solo a sorti une vidéo dans laquelle il a absolument défoncé de manière nucléaire le solo, en disant que c'était le pire solo auquel il avait joué de l'année, que ça n'avait aucun intérêt, tout ça. Et du coup, je m'étais fendu d'un commentaire sur sa chaîne, parce que moi j'y joue, et c'est pareil, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de timer, tu peux y passer le nombre de parties que tu veux, et c'est cool, parce que moi la partie a duré un quart d'heure, et puis quand je suis fatigué le soir, comme aujourd'hui, je pourrais très bien me faire un coup de jeu comme ça. Et Miss Wynn, c'est la même chose, il n'y a pas de pression, je peux continuer, mais je peux aussi m'arrêter tout de suite, il n'y aura pas de conséquences, je vais rien perdre, je vais rien gagner à jouer plus longtemps, donc c'est finalement un jeu assez feel good. Alors maintenant j'aimerais aussi varier les personnages, parce que j'aimerais bien découvrir les mécanismes des autres personnages, mais
je suis quand même lucide, je me pose quand même toujours la question du moyen terme, voire du long terme. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où je vais reposer le jeu en me disant, bah voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, et puis ben, je reprendrai demain, et puis demain se transforme en je reprendrai la semaine prochaine, puis le mois prochain, puis en fait, je reprends jamais. C'est un peu la question que je me pose. Et d'autant qu'avec tu verras, hein, avec le nombre de petits fils rouges que tu vas suivre de manière intermittente, c'est vrai que si tu t'arrêtes trop longtemps, tu perds le fil, justement, tu sais plus où t'en étais et t'as envie de reset à chaque fois. Juste, alors je vais pas refaire ma review, tu la regarderas, Xavier, mets un pouce, hein, sois sympa. Je l'avais regardé d'ailleurs. Hein. Ouais, donc alors je voulais peut-être éventuellement ton point de vue vite fait sur le fait que oui, il est chillax, comme disent les jeunes comme toi, mais finalement, il est tellement exigeant en règle, et encore toi t'as joué que le fermier, mais s'assurer que tout le monde suive bien ses propres règles et compris ses règles quand tu joues à 2, voire 3, 4, moi c'est ce qui m'a usé en fait, c'est que tu deviens animateur de MJC, comme pour Merchant's Cove, mais même en pire, parce que vraiment tu verras, hein, la marchande elle est hyper complexe, et toi tu l'as peut-être pas encore ressenti ça, t'es peut-être pas prêt, hein, parce que non, vraiment... non, mais en même temps, tu vois, Miss Swin, j'ai pas envie d'y jouer à plus de 2. Ça m'intéresse pas. Jouer à 4, ça m'intéresse pas. Ouais. Ok, mais même à 2, enfin, faut que t'aies un pote comme Kevin qui soit très investi, qui lit ses propres règles et qui fasse son taf, quoi. Voilà, bah, notre pote qui joue Julien, c'est le genre de pote à qui tu vas dire, bah tiens, la semaine prochaine on va jouer à ça, c'est un nouveau jeu, et sa première réponse est, bah envoie-moi les règles. Voilà, c'est l'ami qu'on aimerait tout savoir. Ok. Et j'avoue que c'est quand même agréable parce que, eh ben justement, il les potasse vraiment. Et donc s'il y a un truc que j'ai compris de travers, il va me le dire. Si lui l'a compris de travers, je vais lui dire. Ouais. Et quelque part, ça crée un sentiment de sécurité. Quand on a joué à deux, on a joué donc moi le fermier et lui l'artisane. Et l'artisane, c'était chaud. Il trouvait qu'il moulinait beaucoup pour pas produire grand chose. Donc on s'est demandé si on n'avait pas loupé une règle quelque part. L'inconvénient, c'est que, tu vois, j'ai dit que je vais pas refaire la review, je refais la review, mais le truc, c'est que comme t'as un petit livret de règles par métier et qu'ils veulent que ce soit le plus concis possible, tu perds ce qui fait un bon livret de règles, c'est-à-dire te donner une idée du end goal et te donner, je trouve qu'ils n'arrivent pas vraiment à transmettre bien ces choses-là, et souvent tu comprends les actions, mais quand tu n'y arrives pas, tu comprends pas forcément pourquoi tu n'y arrives pas. Et moi, j'ai eu le cas avec la taverne où pendant plusieurs saisons d'affilée, j'étais en déficit chronique et je gagnais pas d'argent, quoi. Et le livret de règles me disait pas pourquoi. Et en fait, ils sont trop courts, il manquait même, je trouve, des informations assez cruciales dans le livret de règles. Et en fait, j'aurais préféré quelque chose de plus tactile, plus visuel, moins mécaniquement crazy, tu vois, pour coller au côté de chill. Parce que tu verras encore une fois, hein, les métiers, là t'as eu les deux plus simples. Chillax. Hein. Ouais, chillax, pardon. Oui. Tu verras la marchande, tu verras le ranger, là. Pas donné, hein. C'est pas donné. Et je pense que la durée de vie, elle se fait aussi, tu vois, avant d'en voir le bout, par le fait que c'est très dur de gagner de l'argent et d'avoir une économie qui soit viable, en accomplissant les objectifs de saison. Et d'ailleurs, on a appliqué, parce que moi, du coup, la version que j'ai, c'est quand même la première édition, donc avec les valeurs de l'artisane en termes de gain d'argent quand elle produit des objets assez importants. Et quand j'ai imprimé les errata, j'ai fait, là, la vache, ils ont divisé les gains par 10, et en effet, elle galère. Ah ouais. Et le fermier, en fait, bah, tu gardes pas longtemps dans ton champ des cultures, hein, parce que t'as besoin d'argent aussi, finalement, donc. Ah ouais. Après, si tu veux voir un peu plus chaud. Ouais. À plus haut niveau, entre guillemets, c'est un peu bête dit comme ça, mais t'es obligé de garder des cultures et de garder des animaux pour faire tourner tout ça à plein régime. Mais d'entrée de jeu, moi, ce que je finis là-dessus, après promis, je fais plus la revue que j'ai déjà faite, mais il y a des choses qui se sont rajoutées depuis que j'en ai parlé. Ce qui m'embête, en fait, c'est que ce soit sur les bâtiments ou sur les pouvoirs que tu vas débloquer pour chaque personnage, t'as pas vraiment de listing où tu peux pas voir loin, en fait. Quand tu peux débloquer un pouvoir, bah, tu vas les sortir, puis tu regardes un peu ce que t'as, puis tu prends au feeling ce que tu trouves. T'as pas un truc clairement qui dit, tiens, si tu prends ce pouvoir-là, tu pourras faire ça plus tard, ou si tu prends ce bâtiment-là, si tu tires vers cette branche-là. Il y a des ébauches de ça dans les livrets de règles, mais je trouve que t'as du mal à voir loin. Et c'est trop complexe pour ce que, voilà, pour moi, il y a une dichotomie. J'ai utilisé 2 fois ce mot dans ce podcast, vous le noterez, entre l'intention du jeu et ce qu'il procure en termes de sensations mécaniquement. Et c'est ce qui fait qu'il ressort plus ici, tu vois, et que je sais pas si je vais le garder. D'accord. Et du coup, pour toi, il est pas chillax, quoi. Non, il est pas, j'ai pas d'autres mots parce que j'ai du mal à parler comme les jeunes d'il y a 30 ans. Mais non, il est pas ça, en tout cas. Il est pas ça. Il est pas chillax.
Je vais te dire, hein, moi je l'ai acheté principalement parce que je l'ai trouvé à un prix que je trouvais particulièrement avantageux. Sinon, je me serais pas laissé tenter, je pense. Ouais. Mais il est pas mauvais, hein, c'est juste que c'est comme si tu dis tiens, j'ai eu une grosse journée de travail, j'ai envie de décompresser, et quand tu mets un film déprimant, c'est un film psychologique, tu dis ok, c'est un super film, mais j'avais pas envie de ça maintenant. Oui, c'est clair. Voilà. Je comprends tout à fait. Et sur ces entrefaites, je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Un petit coup pour le micro, c'est gratuit. Je pense qu'on arrive au terme de cette émission, qui était un petit peu plus longue, hein, toujours quand on est 3, mais je pense que malgré tout, on a été raisonnable et qu'on a pu dire pas mal de choses. On devrait se retrouver normalement dans un gros mois, sachant qu'on arrive à la période où l'actualité est un petit peu creuse quand même. Je vais parler de Tekken évidemment, mais à part ça, j'ai pas de grosse actu. Je sais pas pour vous comment ça se profile. Nous, on vient de sortir une vidéo de review pour Colosseum, le nouveau projet de Fantasia Games qui remet au goût du jour un jeu de 2007. Vous êtes les sbires de Fantasia Games. C'est ça. Et vous savez à quel point c'est compliqué, moi, et Fantasia Games. Je vous juge à chaque fois. Non mais ouais, je l'ai pas regardé d'ailleurs. Donc ne me spoilez pas trop, mais voilà, une vidéo que vous pourrez aller voir sur la chaîne des Ludovores. Je ne le dis jamais assez. En tout cas, Kevin s'est défoncé pour la vignette, j'adore. Ah, et donc faut que j'aille voir ça, rien que pour la miniature. Allez au moins voir la miniature. Et abonnez-vous parce qu'il le mérite. Au moins la miniature. C'est ça. Miniature. Et puis on verra, en espérant que Simone fasse quelque chose d'ici le mois prochain pour qu'on ait un sujet à aborder. Et puis sinon, j'y arriverai jamais. On trouvera un sujet un petit peu original qui est pas un sujet un petit peu intemporel, disons. Oui, on en a décorrélé de l'actualité, c'est pas grave. On pourra ou parler éventuellement de même des jeux reçus. Hein, j'ai rien reçu récemment. Non, on verra. On trouvera quelque chose. En tout cas, merci à tous. Attention, coup de soleil. Vous voyez que j'ai le nez rouge. C'est pas l'alcool, mais c'est le soleil, c'est promis. On se retrouve on dit ça. On se retrouve cet été. Dès qu'on aura quelque chose à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nyx, à la chaîne des Ludovores. À très bientôt. Gros bisous. Salut.